Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et la théière qui refusait de refroidir. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. La théière qui refusait de refroidir. L'orage éclata sur Saint-Edwige, peu après 11 heures. Le vent s'abattit violemment sur les fenêtres de Creswell Hall, et la pluie s'abattit en rafales cinglantes, comme si quelque chose de furieux avait été dérangé. Le tonnerre grondait au loin, comme s'il hésitait à lancer son avertissement. À l'intérieur du grand manoir, le salon brillait d'une chaude teinte, dorée, mais cette chaleur n'était qu'apparente. Quelque chose clochait. Madame Isobel Dampier, veuve et maîtresse de maison, était assise, raide dans son fauteuil, les yeux fixés sur la théière en argent posée sur le chariot à côté d'elle. De la vapeur s'en échappait encore, de façon anormale, constante, persistante, bien que personne ne l'ait rafraîchie depuis plus d'une heure. Miss Jane Marple, perchée sur une chaise recouverte de chintz près de l'âtre, tenait sa tasse avec une grâce prudente, mais ne buvait pas. Ses yeux bleus, d'une douceur trompeuse, fixaient la scène avec l'intensité tranquille d'un chat devant une cage à oiseaux. La théière avait été remarquée par tous, commentée avec une légère curiosité, mais maintenant, avec la panne de courant et le feu crépitant trop doucement, elle semblait vibrer d'une étrange pulsation. Un objet conservant sa température trop longtemps, comme s'il résistait à la nature. Ou peut-être au temps lui-même. Le major Redburn s'éclaircit la gorge et tenta un petit rire. « Cette vieille bouilloire a de l'endurance, hein Isobel? On en aurait bien besoin d'une comme ça aux messes des officiers pendant les campagnes d'hiver. » Mais personne ne rit. Même lui détourna rapidement le regard, feignant d'être plus absorbé par le scone qu'il tenait qu'il ne l'était en réalité. Puis vint le cri. Ce fut un bruit soudain et strident, provenant du couloir au-delà du salon. Miss Marple se leva, son geste aussi calme que si elle allait chercher son tricot. « Si vous voulez bien m'excuser, murmura-t-elle, et elle suivit le son avant même que les autres ne sachent qu'ils devaient bouger. Le temps qu'ils le fassent, la suivant avec plus ou moins de confusion et d'hésitation, Miss Marple avait déjà trouvé la bonne Elsie affalée sur le parquet ciré, les mains crispées sur l'encadrement de la porte du salon est. « Il est là-dedans, haleta Elsie, pâle et essoufflée. Il est allongé là, les yeux ouverts. » À l'intérieur, les lumières vacillaient faiblement, les ampoules crépitant sous la pression de l'orage. Mais c'était suffisant pour voir. Là, à moitié affalé sur la chaise longue, comme s'il avait décidé de faire une sieste par mauvaise humeur, gisait M. Archibald Endicott, le cousin et héritier présomptif d'Isobel Dampier. Sauf qu'il ne dormait pas. Ses yeux étaient écarquillés et fixés sur le plafond à caisson, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme surpris au milieu d'une phrase. Une tache sombre s'épanouit sous son col, s'étendant lentement et définitivement. Ce fut Miss Marple qui bougea la première. Elle se pencha, sans le toucher, sans jamais le déranger, mais observa. Elle sentit une légère odeur, des amandes amères, peut-être, mais plus encore, elle remarqua une raideur particulière. Il n'était pas mort depuis longtemps, pas plus d'une heure tout au plus, mais la rigidité s'était installée étrangement vite. La pièce était froide, certes, mais pas glaciale. Quelque chose remua dans sa mémoire, quelque chose qu'elle reverrait plus tard. Pour l'instant, elle se tourna vers Elsie. « Tu l'as trouvée tout à l'heure, ma chère ?» Elsie hocha la tête avec frénésie. « J'apportais d'autres serviettes du placard à linge. La porte était entr'ouverte, et il avait l'air bizarre. On aurait dit une poupée tombée. »« As-tu touché quelque chose ?» demanda doucement Miss Marple. « Non, madame. J'ai couru dès que je l'ai vue. Je n'ai crié qu'à mi-chemin du couloir. » Miss Dampier arriva ensuite, suivie de Redburn et du vicaire. Haletement, question acerbe, le refrain habituel des personnes nouvellement choquées. Mais Miss Marple resta silencieuse. Elle observe la pièce, le plateau sur la table. Une tasse à thé à moitié pleine, avec un léger cerne rouge à l'intérieur. Du poison peut-être ? Mais pourquoi une seule tasse ?
Ce fut mademoiselle Dampier qui s'effondra la première. « Je ne peux pas supporter ça, murmura-t-elle. D'abord Rupert, maintenant Archie. C'est comme si quelqu'un vidait ma maison de tous ceux que j'aime. » Cette étrange incertitude planait sur l'avenir. Rupert, son défunt mari, était décédé un peu plus d'1 an auparavant, paisiblement selon le coroner, mais non sans rumeur. Et voilà qu'Archibald, récemment rentré du Caire, était retrouvé mort moins de 2 semaines après avoir été inscrit dans un testament révisé. Miss Marple demanda doucement. « Monsieur Endicott a-t-il pris le thé ce soir ?» Le vicaire, occupé à croiser les bras du défunt, leva les yeux. « Nous avons tous pris le thé, Miss Marple. Vous y étiez. »« Oui, c'est vrai, et j'ai remarqué que Monsieur Endicott se versait lui-même sa tasse. Avec le chariot, pas avec l'argenterie. » Isobel cligna des yeux. « Oui, je m'en souviens maintenant. J'ai trouvé ça bizarre, mais il a dit qu'il préférait la force du premier verre. Toujours exigeant, Archie. »« Et la théière ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Et alors ?» Miss Marple le regarda avec une intensité nouvelle. « J'ai trouvé curieux qu'il soit resté chaud aussi longtemps. Absolument pas comme je l'avais vu auparavant. À moins, bien sûr, que quelqu'un soit revenu dans la pièce, les réchauffé en privé, et n'ait empoisonné que ce lot. » Le major Redburn fronça les sourcils. « Pourquoi empoisonner la théière? Tout le monde n'aurait-il pas été en danger? »« Pas si une seule personne l'utilisait, » répondit Miss Marple. « Si les autres l'évitaient, ou si quelqu'un s'assurait qu'il était destiné à un invité en particulier, l'implication s'est installée de manière inconfortable dans la salle. Plus tard dans la soirée, alors que le coroner arrivait et que l'agent de police bouclait le salon Est, Miss Marple était assise dans la chambre d'amis que les Dampier lui avaient offerte. Elle notait dans un petit carnet, pas encore ses noms ni ses motivations, mais ses impressions. La théière avait été remplie à nouveau, peu avant la mort d'Archie. Mais par qui? La femme de chambre jurait ne plus y avoir touché depuis qu'elle l'avait déposée à 9h30. Il ne restait donc que les personnes présentes dans la maison. Isobel, le major, le vicaire, Monsieur Endicott lui-même, et bien sûr Miss Marple. Le lendemain matin, le testament fut évoqué à voix basse. Il n'avait été mis à jour que 3 jours auparavant, et Archie était désormais désigné héritier unique. Les neveux d'Isobel, les jumeaux Blondel, étaient furieux, même s'ils conservaient un semblant de chagrin poli à leur arrivée. « Timing anormal », marmonna Gérald Blondel, pensant que Miss Marple n'écoutait pas. Archie ne s'est jamais soucié de tante Isobel, avant qu'il y ait de l'argent sur la table. Autre bizarrerie, la valise d'Archie n'avait pas été défaite, bien qu'il fût au manoir depuis près de 15 jours. Un homme qui comptait rester longtemps ne pouvait vivre d'une malle, surtout pas remplie de linge fin et d'une demi-douzaine d'eau de Cologne. Miss Marple le remarqua. Les conclusions préliminaires du coroner arrivèrent le lendemain après-midi. « Insuffisance cardiaque », annonça-t-il prudemment, même si Miss Marple remarqua qu'il ne la regardait pas dans les yeux. On soupçonnait un poison, mais aucune certitude pour l'instant. Du cyanure, peut-être. L'odeur persistait, mais quelque chose la taraudait encore, la théière. Ce soir-là, sous prétexte de vouloir de la camomille, Miss Marple demanda à Elsie de lui apporter à nouveau le chariot. Il était équipé de 2 théières, une en céramique et une en argent. Elle lui demanda doucement. « Elsie, quelle théière as-tu utilisée pour le thé hier soir ?»« L'argentée, madame. Madame Dampier insiste toujours. »« Et tu l'as remplie entièrement d'un coup ?» Elsie fronça les sourcils. « Non, madame. J'ai remis un peu d'eau après l'arrivée des invités. L'eau de Laga était encore chaude. »« Donc, il est resté brièvement sans surveillance ?»« Oui, mais seulement un instant. J'ai dû aller chercher les sablés. À mon retour, le major Redburn revenait de la terrasse. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent presque imperceptiblement. « Ah, et personne d'autre ?»« Pas que j'ai vu. » Cette nuit-là, elle dormit peu, bien qu'elle restât immobile. Elle n'était encore convaincue de rien, mais elle commençait à pressentir la forme du mystère. Un homme, nommé héritier de façon inattendue, buvant seul une théière étrangement chaude, retrouvé mort avec une bague rouge dans sa tasse et une valise fermée à clé pleine de linge parfumé. Un chiant, testament, récemment modifié.
Une théière en argent restait trop longtemps chaude, et un invité qui était entré par la terrasse, les chaussures mouillées, bien que la terrasse fût équipée d'un auvent. Curieux, en effet. Le lendemain matin, la gouvernante, Madame Liddell, découvrit quelque chose dans la canalisation de l'arrière-cuisine. Un morceau de fil métallique torsadé, presque comme un serpentin de chauffage. Mademoiselle Marple l'examina attentivement. « Il ne s'agissait pas d'une bouilloire de la maison », confirma Madame Liddell. Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais ses yeux se posèrent une fois sur la théière en argent. Et puis, juste au moment où le petit déjeuner était servi, une autre lettre arriva. Elle avait été réexpédiée 2 fois avant d'arriver au hall, initialement destinée à M. Endicott dans un hôtel de Bath. Elle fut ouverte par Isobel, bien qu'elle ne porte aucune adresse de retour. Mais lorsqu'elle en lut le contenu, son visage devint blême. Elle la passa sans un mot à Miss Marple, qui la lut à voix haute de sa voix douce et posée. « Cher Archie, espèce d'idiot, crois-tu vraiment qu'Isobel te laissera tout avoir? Qu'elle laissera le passé s'enfouir si facilement? J'ai vu ce que tu as fait au Caire. Si tu signes l'accord, j'irai directement aux journaux. Il vaut mieux brûler ceci après l'avoir lu. » J. La pièce sombra dans un silence trop profond pour que la tempête extérieure puisse le troubler. Un mobile apparut, vacillant comme une silhouette dans la brume, le chantage, et un secret, quelque chose de si sombre qu'Archie n'en avait même pas parlé à Isobel. L'évocation du Caire était plus qu'un détail, elle laissait entrevoir quelque chose de répugnant. Peut-être illégal, peut-être mortel. Miss Marple plia la lettre et la posa près de sa tasse de thé. Elle regarda la théière, encore luisante, encore légèrement tiède. « Certaines choses, murmura-t-elle, refusant de se calmer, parce qu'elles n'ont jamais vraiment été en paix. » Et juste au moment où elle se tournait vers la fenêtre, un cri aigu résonna dans le couloir de la cuisine. Elsie s'était évanouie près de l'âtre. Dans sa main, si serrée qu'elle avait du mal à l'ouvrir, se trouvait une enveloppe brûlée. À moitié brûlée, mais l'encre était encore lisible. Elle était adressée à Monsieur Archibald Endicott Cresswell Hall. Privé urgent. Objet, l'héritage et Mademoiselle Dampier. Et juste sous le rabat carbonisé, 2 mots écrits d'une écriture inconnue. Ne bois pas. Miss Marple se leva avec une grâce qui démentait l'accélération de son pouls. La dernière pièce avait été enflammée, et quelqu'un avait tenté de la faire taire. Elle regarda le feu, la marmite, les invités. Et il dit seulement « Je pense que nous resterons tous très proches encore un petit moment. » Chapitre 2. Les pas qui marchaient à reculons. La tempête ne s'était pas calmée. Au matin, la croix de Sainte-Edwige était enveloppée d'une brume épaisse et inhospitalière, comme si l'air refusait de dévoiler les secrets, murmurés la veille. Les allées de gravier de Cresswell Hall étaient glissantes par la pluie, et les pelouses luisaient d'un éclat surnaturel sous le ciel plombé. Mais ce n'était pas le temps qui inspirait le malaise à ceux qui s'y trouvaient. C'était la découverte faite juste après l'aube par le jardinier, Thomas Merriweather, un homme dont le silence rivalisait habituellement avec les pierres qui l'entourent. Ce matin-là, pourtant, il entra en trombe dans la salle à manger, aussi blanc que les couteaux à beurre à manche en os posés sur la table. « Il y a des pas, dit-il à bout de souffle, dans l'allée des roses. Mais ils vont dans le mauvais sens. » Miss Marple, qui remuait doucement son porridge, leva aussitôt les yeux. « Que voulez-vous dire par « dans le mauvais sens », monsieur Merriweather ?» Il déglutit difficilement et retira sa casquette. « Enfin, madame, la boue les rend bien visibles. Les marches parlent du milieu du chemin, loin de toute porte ou de tout portail, et remontent à reculons, talons contre orteils, jusqu'aux portes de la terrasse. Les empreintes les plus nettes que j'ai jamais vues dans cette boue. Et elle n'était pas là hier soir quand j'ai fermé la remise à clé. Je le jure. » Isobel Dampier se retourna brusquement sur son siège, l'air pincé. « Quelqu'un marche à reculons, à cette heure-ci? C'est absurde. »« Je ne marche pas à reculons, » dit Miss Marple doucement. « Mais je suis obligé de regarder comme si c'était le cas. Des empreintes de talons qui s'éloignent de la maison plutôt que de s'en rapprocher, n'est-ce pas ?» Merriweather hocha la tête avec empressement. « Exactement, madame. Mais un seul ensemble, droit et prudent, comme la personne qui les attendait. Le salon où tout le monde s'était à nouveau réuni à contre-cœur semblait encore plus froid que la veille.
Une bûche avait été ajoutée au feu, mais elle sifflait au lieu de crépiter, humide et menaçante. Miss Marple demanda à être conduite sur les lieux avant que les empreintes ne soient abîmées. On ouvrit les parapluies, on boutonna les manteaux, et toute la maisonnée la suivit péniblement jusqu'à l'allée des Roses. Là, sans équivoque, se trouvait la piste. Des empreintes nettes dans la boue retournée, chaque orteil pointant vers l'extérieur de la maison, comme si quelqu'un avait émergé et disparu dans le jardin brumeux. Mais elles commençaient au milieu du sentier, sans origine, et aboutissaient aux portes de la terrasse qui menait au salon où M. Endicott avait été retrouvé. Les portes étaient verrouillées. Il n'y avait aucune autre empreinte, ni approche, ni fuite. C'était, comme l'avait dit Merriweather, totalement faux. Miss Marple se pencha et examina les empreintes. « Une pointure 44, je crois, » murmura-t-elle. « Et des bottes, du bon cuir, coupe militaire. » Elle se tourna vers le major Redburn. « Je crois qu'elles sont assorties à la paire que vous portiez hier pour votre promenade du soir, n'est-ce pas ?» Le major se raidit. « Pardon, Miss Marple ? Tu as fait une promenade avant le thé, c'est ça ? Sur la terrasse ? J'ai remarqué que tes chaussures étaient humides en entrant. C'est assez étrange, vu que la terrasse a un auvent, mais moins étrange si on descend dans l'herbe mouillée. » Redburn hésita un instant. « Oui, j'ai marché. J'avais besoin d'air, mais je n'ai jamais mis les pieds sur ce chemin, et certainement pas à reculons. »« Personne n'a dit que tu l'avais fait, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Mais quelqu'un d'autre a peut-être utilisé tes bottes. » Gerald Blundell, le neveu d'Isobel, ricana. « Alors, on cherche un voleur de bottes fantôme maintenant ?»« Non, répondit-elle. Juste quelqu'un d'assez intelligent pour utiliser ce qu'il avait sous la main et qui comprenait comment les gens lisent la surface des choses. Les empreintes de pas, par exemple. Elles semblent toujours dire la vérité. Mais que se passerait-il si quelqu'un plaçait ses bottes sur un bâton, les retournait et enfonçait les semelles dans la boue, talons en premier ? Marcher à reculons ne serait pas nécessaire. Juste l'illusion. » Blundell fronça les sourcils. « Mais pourquoi se donner tant de mal ? Suggérer qu'un homme a quitté la maison alors qu'il ne l'a pas fait, » dit calmement Miss Marple. « Ou plus précisément, suggérer que quelqu'un était vivant qui était déjà mort. » Le silence qui suivit fut plus profond que celui de la veille, teinté de peur plutôt que de choc, car ils comprirent tout ce qu'elle voulait dire. La scène avait été mise en scène. M. Endicott n'était pas simplement mort pendant le thé. L'heure de sa mort, jusque-là présumée, était désormais incertaine. Les traces de pas étaient une fausse piste destinée à masquer quand et où il avait été empoisonné. Et quelqu'un avait pris grand soin de semer la confusion. Plus tard, au chaud dans la bibliothèque, Miss Marple examina l'âtre où Elsie s'était évanouie la nuit précédente. La lettre brûlée « Ne bois pas » était désormais entre les mains de la police, mais les cendres étaient restées. Elle s'agenouilla près d'eux, ses doigts délicats effleurant la brique. Juste sous le bord du tapis, elle trouva quelque chose de petit, rond et dur. Un bouton de manchette en laiton. Elle le brandit à la lumière. « Curieux, » murmura-t-elle. « Il porte un blason, un lion rampant, surmonté de 3 étoiles. Pas militaire, pas celui d'Endicott non plus. Il portait de la nacre. » Isobel sursauta légèrement. « Ce sont les armoiries de la famille Blundell, » dit-elle. « Elles appartenaient à mon frère, Michael. Il est mort en Afrique, le pauvre. Gérald en a hérité. » Le sourire de Miss Marple était doux, mais ses paroles étaient d'une fermeté inébranlable. Gérald a donc perdu quelqu'un. Et tout près de l'endroit où une lettre destinée à sauver M. Endicott était en train d'être brûlée. Cet après-midi-là, Miss Marple visita l'armoire à linge sous un léger prétexte. « À la recherche d'un châle, » dit-elle. Mais ce qu'elle cherchait était bien plus révélateur. Sur la 2e étagère, cachée derrière une rangée de sachets de lavande, elle trouva une petite boîte de cyanure de potassium. L'étiquette était usée, mais encore lisible. Elle était à moitié pleine. Elle n'y toucha pas. Elle appela plutôt Madame Liddell, la gouvernante. « Ce n'est pas à toi, je suppose ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Liddell halta. « Mon Dieu, non! Je n'ai pas utilisé de cyanure depuis la fumigation de la vieille salle de piano en 1932. Mais il est clair que quelqu'un dans la maison en a besoin. » Au dîner, les murmures s'étaient transformés en clameurs. La maison n'était plus en deuil,
elle bouillonnait. L'humeur de Gérald Blondel s'assombrit tandis que la suspicion s'accumulait autour de lui. Il était brusque, ses gestes vifs, son regard passant d'un visage à l'autre. Lorsqu'on lui demanda de passer les pommes de terre, il faillit laisser tomber le plat. Sa cousine Marjorie, plus calme de nature, évita tout simplement son regard. Après le repas, Miss Marple se dirigea vers la petite salle de musique, où elle trouva la jeune Marjorie Blondel assise au piano, jouant des accords doux et hésitants. Miss Marple resta silencieuse au début, laissant la musique s'éteindre. « Tu as peur, dit-elle finalement, de ce que ton frère pourrait faire. » Marjorie se raidit. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. »« Mais si, je crois que tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? La nuit de la mort de monsieur Endicott. Quelque chose que tu n'as dit à personne. » Marjorie se retourna, les doigts se tremblant. « J'ai vu Gérald. Je l'ai vu à la bibliothèque avant le thé. Il avait le cartable d'Archie. Il lisait quelque chose. Puis il l'a brûlé. Je crois que c'était une lettre. » Miss Marple hocha la tête sans surprise. « Et le bouton de manchette? Je l'ai confronté à ce sujet après le petit déjeuner. Il a dit qu'il avait dû tomber, mais ses mains tremblaient. » Miss Marple regarda le piano. Elle remarqua qu'une touche était désaccordée, aiguë et discordante, comme une note qui refusait de s'harmoniser. « Parfois, la plus petite discordance révèle toute la symphonie, » murmura-t-elle. « Merci, ma chère. » Cette nuit-là, le vent revint. Peu après minuit, Miss Marple traversa seule le couloir. La maison était silencieuse, mais les fenêtres de l'aile tremblaient faiblement. En passant devant l'escalier de service, elle s'arrêta. Quelque chose avait attiré son attention. Une trace, éraflée sur le sol ciré, reliant le couloir de service à la bibliothèque. Elle la suivit. Là, dans la lueur des flammes de la bibliothèque autrefois scellée, se tenait le major Redburn, le regard perdu dans les flammes. Il tenait un coupe-papier à la main, non pas levé, mais fermement serré. Il se retourna en l'entendant. « Je t'attendais, » dit-il doucement. Miss Marple ne dit rien. « Je n'ai pas tué Archie, » dit-il d'une voix tendue, « mais je savais que quelque chose clochait. Après sa mort, je suis allé fouiller ses affaires. Il faisait chanter quelqu'un dans cette maison. Il me l'a dit la semaine de son arrivée. Il m'a dit qu'il pouvait fixer son prix. » Miss Marple plissa les yeux. « Et qui était la cible ?» Redburn hésita. Il n'a rien voulu dire. Mais il a ri. Il a dit « Qu'est-ce qu'un vieux scandale comparé à une nouvelle fortune ? J'ai cru qu'il parlait d'Isobel. Son mari est mort assez brutalement. Et Archie était cruel. »« Isobel, dit Miss Marple, pensivement. Et bien des choses. Mais je ne pense pas qu'elle ait assassiné son propre héritier avec une théière qu'elle n'a jamais touchée. » Il lui tendit un mot. C'était dans son journal. Je l'ai pris. Je n'aurais pas dû. Il a été arraché d'une page plus grande, et d'une écriture précipitée étaient écrits les mots suivants. Gérald pense que je ne me souviens pas du bluff sur le Nil. Mais si, ce garçon est un lâche. S'il insiste, je lui rappellerai le lieutenant Avery. Miss Marple le lut 2 fois, puis elle le plia, l'esprit bourdonnant. Dehors, un fracas résonna dans la nuit. Une vitre se brisa, le hall d'entrée. À leur arrivée, la porte s'ouvrait en grand, et la pluie s'engouffrait dans le vent. Une silhouette traversa l'obscurité, son manteau battant des ailes. Miss Marple s'avança sans hésiter, pointant du doigt. « Voilà, dit-elle, le sentier qui traverse l'allée des roses. Il sera attrapé s'il marche dans la boue. Suis le côté sec, le long du mur. » L'agent, Wilkes fraîchement arrivé en patrouille de nuit, ne l'interrogea pas. Il s'enfuit, lanterne à la main, et quelques instants plus tard, un cri retentit dans l'obscurité. Ils traînèrent Gérald Blondel dans la boue, ses bottes trempées, un bouton de manchette manquant, l'autre brillant à la lumière du gaz. Miss Marple le regarda, non pas avec triomphe, mais avec une pitié discrète. « Vous avez falsifié les empreintes pour tromper le timing. Vous avez brûlé la lettre d'avertissement et oublié l'enveloppe par accident. Mais c'est votre panique qui vous a trahi. » Gérald ne dit rien. Son visage était pâle, ses lèvres pincées. « Qu'était le lieutenant Avery pour vous ?» demanda-t-elle doucement. « Un ami? Une menace? Ou juste un autre secret que vous deviez enfouir ?» Mais Gérald détourna simplement le visage.
Alors que la porte d'entrée se refermait derrière lui, le vent hurla une fois de plus et, quelque part au loin, un chien aboya. Miss Marple se retourna vers le foyer, son châle enroulé étroitement autour de ses épaules. Et juste avant d'atteindre sa chambre, Elsie s'est approchée dans un murmure. « Madame, dit-elle, il y a autre chose, quelque chose dans le coffre de Monsieur Endicott que je pensais que vous devriez voir. Je ne l'avais pas ouvert avant, car la serrure était coincée. Mais maintenant, je l'ai débloqué. » Elle lui tendit une liasse de lettres, défraîchies, timbrées du Caire. Sur l'enveloppe supérieure, dans une main qui fit froid dans le dos à Miss Marple, figurait le nom suivant. Lieutenant Avery. Chapitre 3. Le dernier invité à la table du vicaire. Ce fut le dimanche suivant, la pluie s'étant dissipée en une brume persistante qui s'accrochait aux haies et aux pierres tombales comme des pensées oubliées, que Miss Marple se retrouva à marcher vers le presbytère. Les cloches de l'église Saint-Edwige avaient cessé de sonner depuis longtemps, mais l'atmosphère qu'elle laissait derrière elle imprégnait encore le village comme un silence. L'office du matin avait été inhabituellement tendu, l'assemblée agitée sous la douce homélie du vicaire. Ce n'était pas la piété qui avait fait taire les bancs, mais la curiosité. La rumeur s'était infiltrée dans chaque ruelle et chaque cheminée. Archibald Endicott était mort, empoisonné, et le jeune Blundell avait été arrêté alors qu'il s'enfuyait sous la pluie. Pourtant, les ragots, comme la fumée, ne repartent jamais tranquillement. L'affaire tournoyait en rafales contradictoires. Certains disaient qu'il s'agissait d'une querelle de famille, d'autres insistaient sur un scandale étranger, et d'autres encore murmuraient que cela avait quelque chose à voir avec les bruits étranges dans le jardin et la théière qui refusait de refroidir. Personne ne parvenait à s'accorder sur la cause, mais tous s'accordaient sur une chose. Le meurtre était arrivé à Saint-Edwige et il avait pris place à leur table. C'était le révérend Paul Dine, vicaire de la paroisse depuis plus de 20 ans, qui avait invité Miss Marple à déjeuner après la messe. Homme de constitution douce et aux ongles impeccables, il lui avait un jour confié qu'il trouvait un réconfort spirituel, non pas dans la prière, mais dans le classement de ses livres par couleur. Son épouse, Clara Dane, était son contraire en tout point, bruyante, méfiante de nature, et n'hésitant pas à interrompre la conversation par une question qu'il ne fallait pas poser en public. Leur table était modeste, les plats simples, mais soigneusement dressés, et la salle à manger donnant sur un jardin désormais noyé dans la brume, régnait un silence étrange, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge en bronze doré au-dessus de la cheminée. Ils étaient 4 à table, Mademoiselle Marple, le révérend Dane, Clara Dane et Monsieur Walter Keane, un notaire récemment installé au village. C'était un homme soigné, avec un pince-nez et une moustache qui exigeaient une certaine détermination. Tout au long du repas, Mademoiselle Marple remarqua que c'était Monsieur Keane qui posait le plus de questions et recevait le moins de réponses. Il semblait poliment fasciné par les détails de l'héritage de Cresswell Hall, les termes exacts du testament d'Archibald, et par la question de savoir si l'ancien mari de Mademoiselle Dampier était vraiment mort d'une crise cardiaque ou d'une cause plus étrange. Mais ce fut lorsqu'il se pencha et demanda, avec désinvolture, si quelqu'un savait qui était ce lieutenant Avery, mentionné, prétendait-il, dans l'une des lettres du Caire qui circulaient, alors comme une rumeur, que Mademoiselle Marple sentit l'atmosphère de la pièce changer. Le vicaire laissa tomber sa fourchette. Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent légèrement, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Ce fut Mademoiselle Marple qui répondit avec une délicatesse froide. Ce nom m'était inconnu jusqu'à récemment, mais j'ai cru comprendre qu'il avait servi pendant la campagne d'Égypte en 1919. Il est mort dans des circonstances quelque peu douteuses. Keane haussa les sourcils. « Vraiment ? Je suis sûr, continua Miss Marple d'un ton plus doux maintenant, que si son nom réapparaît, ce sera dans un contexte que nous regretterons tous profondément. » Le reste du repas se déroula dans le calme, la tension n'étant dissipée que par l'arrivée du thé et d'une assiette de tartelettes aux framboises que Clara avait préparées elle-même. Pourtant, le regard de Miss Marple se porta à plusieurs reprises sur un couvert étrange, posé de l'autre côté de la table. Une assiette vide avec des couverts posés à côté, une serviette en lin plié intacte. Elle crut d'abord à un oubli, mais Clara croisa son regard et parut troublée. « Oh zut !» dit-elle.
J'ai oublié de préciser, nous attendions un autre invité, le docteur Redfern. Mais il a envoyé un mot ce matin pour dire qu'il était malade. Curieux, murmura Miss Marple. Je l'ai vu passer d'un pas rapide devant la poste à 9 heures. Clara rougit, de gêne ou de malaise. Miss Marple ne pouvait le dire. Mais le révérend Dane changea rapidement de sujet. Après le déjeuner, tandis que les autres sirotèrent leur thé, Miss Marple demanda poliment si elle pouvait fouiller la bibliothèque du presbytère. Elle avait pour habitude d'examiner les étagères partout où elle allait. On ne sait jamais quels secrets peuvent se cacher derrière une tranche poussiéreuse ou un mot coincé entre les pages. Le révérend Dane, ravi, la conduisit dans la pièce silencieuse à côté du hall. En revenant, auprès de ses invités, Miss Marple commença à parcourir lentement et consciencieusement les étagères. Elle ne tarda pas à trouver ce à quoi elle ne s'attendait pas, mais qu'elle comprit immédiatement. Entre 2 volumes de sermons se trouvait un morceau de papier plié portant les armoiries de l'hôtel égyptien d'Alexandrie. Elle l'ouvrit délicatement. Il était daté de 1931 et disait « P. Je t'avais dit que je n'oublierai jamais ce que tu lui as fait. Si Endicott souffle un mot, tu es fini. Il en sait plus que tu ne le penses. UN. » Miss Marple replia le mot et le remit à sa place. Elle passa le reste de l'après-midi à réfléchir, retournant à Cresswell Hall juste avant le crépuscule. La brume ne s'était pas dissipée et pressait les fenêtres comme des doigts cherchant à entrer. À l'intérieur, le silence était revenu. Gérald Blundell était toujours en garde à vue, mais des murmures laissaient maintenant planer le doute. Il avait un mobile, certes, mais peut-être pas la ruse, nécessaire pour une telle orchestration. Marjorie Blundell était inconsolable. Miss Marple, cependant, se sentit à nouveau attirée par l'armoire à linge. Elle était devenue une sorte de dépositaire de vérité, enfouie parmi les replis de la vie domestique. Elle y rencontra Elsie qui pliait des serviettes d'une main tremblante. La jeune fille leva les yeux vers elle, le front empreint de culpabilité. « Madame, dit-elle doucement, il y a quelque chose que je n'ai pas dit avant, à propos de la nuit où Monsieur Endicott est mort. » Miss Marple attendait, patiemment comme une chute de neige. « J'ai entendu une voix. Près de l'escalier de service, quelqu'un a dit « Il regrettera Cairo, même si c'est la dernière chose qu'il fait. » J'ai cru que c'était Monsieur Keane, mais je n'en suis pas sûr. Je ne voulais accuser personne, pas sans savoir. Miss Marple prit doucement la main de la jeune fille. « Tu as bien fait de me le dire maintenant. » Ce soir-là, le dîner à Cresswell Hall fut calme. Miss Dampier avait perdu l'appétit et se contentait de jouer avec sa nourriture. Le major était assis, raide, les yeux rivés sur l'horloge à chaque coup de sonnette. Miss Marple parlait peu, mais son esprit était loin d'être paisible. À 8 heures précises, on frappa à la porte d'entrée. L'agent Wilkes entra, une lettre à la main, adressée à la hâte. « Ça vient de l'auberge, » dit-il. Un agent d'entretien l'a trouvé caché sous un matelas dans la chambre de Monsieur Endicott. Il semble qu'il ait un deuxième logement dont il n'a parlé à personne. Miss Marple ouvrit la lettre avec précaution. À l'intérieur se trouvait un bref mot, non signé. « S'il m'arrive quelque chose, je m'en prendrai au vicaire. » Pas pour meurtre, il ne serait jamais aussi direct. Mais il sait ce que Clara a fait, et c'est pire. Un frisson parcourut la pièce. « Je crois, dit doucement Miss Marple, qu'il est temps de visiter à nouveau le presbytère. » Cette fois, à son arrivée, elle ne demanda pas à parcourir la bibliothèque. Elle demanda à parler seule au révérend Dane. Clara, troublée, tenta de rester, mais le vicaire insista gentiment pour qu'elle les quitte. Dans le silence qui suivit, Miss Marple sortit de son sac à main la note qu'elle avait trouvée plus tôt. « Est-ce votre écriture, révérend ?» demanda-t-elle. Il pâlit, mais ne détourna pas le regard. « Non, dit-il, mais je sais qui l'a écrit. »« Avery ?» Il hocha lentement la tête. « Arthur Avery était mon beau-frère, le frère cadet de Dulcinea. Clara. Il a servi en Égypte. Il y est mort dans des circonstances pénibles. Ce n'était pas public. On l'a retrouvé dans un bordel, mort. Mais il y avait plus. Endicott était passé par là aussi. Il y a eu une enquête. Endicott a menti. Il a laissé entendre qu'Arthur était seul. Par lâcheté, il a sauvé sa réputation. » Miss Marple écoutait, son expression douce mais inflexible. Clara ne lui a jamais pardonné. Quand elle a appris qu'il allait hériter du domaine, elle a perdu le sommeil. Elle
Le détestait, Jane. Vraiment. L'a-t-elle empoisonné? Il secoua la tête. Je ne sais pas. Je sais seulement qu'elle voulait le confronter, lui faire honte. Elle lui a écrit des lettres. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Mais elle a dit qu'il devait payer. Miss Marple se leva. Je crois qu'elle l'a effectivement affronté, et qu'en agissant ainsi, elle a peut-être été témoin de quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Ou peut-être, quelqu'un d'autre a utilisé sa rage pour masquer ses propres intentions. Alors qu'elle retournait au manoir, la première cloche des complices sonna au clocher. Dans l'ombre grandissante du manoir, elle demanda à Madame Liddell de lui montrer à nouveau l'argenterie, le tiroir où se trouvait la théière. Là, sous la doublure de velours, se trouvait une seule page pliée. Elle avait été placée là à la hâte. Miss Marple l'a ouvert. À quiconque trouve ceci, si je suis parti, sachez que Walter Keane n'est pas celui qu'il prétend être. Il était au Caire. Je l'ai vu après l'incident. Il savait pour Arthur. Il savait ce que j'avais fait. Et il m'a suivi jusqu'ici. Miss Marple retourna la note et lut la date. Cela avait été écrit il y a 2 jours, avant Endicott Est décédé. Elle a fermé le tiroir. Demain, elle parlerait à l'avocat. Chapitre 4. Le testament disparu en fumée. Le feu s'était éteint dans l'âtre de la bibliothèque, projetant une faible lueur orangée sur les murs lambrissés d'acajou de Cresswell Hall. Dehors, la pluie avait recommencé, une bruine lente et persistante qui flottait dans l'air comme un voile trop serré. Il était un peu plus de minuit lorsque Madame Liddell, la gouvernante, découvrit le coffre-fort vide. Elle était allée vérifier que les fenêtres étaient bien fermées et avait trouvé le petit meuble en chêne sous le secrétaire entr'ouverte, la clé dans la serrure, l'intérieur carbonisé et dégageant une légère odeur de parchemin brûlé. Elle appela, tremblante, et quelques instants plus tard, la maisonnée se réveilla, blottie dans la pénombre de la bibliothèque comme attirée par un théâtre macabre. Miss Marple se tenait près de la boîte, les yeux plissés. L'odeur de cendre était indéniable, et une légère traînée de suie s'enroulait le long du bureau, où quelqu'un, pressé ou désespéré, avait tenté d'étouffer une flamme. Le testament, dit faiblement Isobel Dampier. Il était là. Le testament révisé d'Archie, celui qu'il a signé jeudi dernier en présence de Walter Keane. Il a disparu. Un silence s'abattit sur la pièce tandis que le tonnerre grondait quelque part au-delà des collines. Miss Marple s'avança et toucha doucement la boîte. Les cendres à l'intérieur étaient encore chaudes. Elle se tourna vers Walter Keane, qui était arrivé, cravate desserrée et lunettes tachées. « Vous avez assisté à la signature, Monsieur Keane ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit-il en se lissant les cheveux. « Je l'ai notarié moi-même. » Monsieur Endicott souhaitait léguer l'intégralité de la succession à Mademoiselle Dampier. Là, le bras. Testament précédent désignait Gerald et Marjorie comme bénéficiaires secondaires. « Mais Gerald est en détention, » murmura le major Redburn. « Et maintenant, le Nouveau Testament a heureusement disparu. » La voix de Miss Marple était basse, presque un murmure. « Pas parti. Brûlé. » Clara Dane était alors apparue dans l'embrasure de la porte, attirée hors du presbytère par le vacarme, ou peut-être par quelque chose de plus primitif. La culpabilité, la curiosité, la peur. Elle jeta un coup, d'œil au placard calciné, et laissa échapper un petit cri. « Alors l'héritage revient aux conditions précédentes ? À moins qu'on en trouve une copie, » ajouta rapidement Keane. « Ce que je regrette de ne pas avoir encore préparé. L'original devait être envoyé à mon bureau lundi matin. Monsieur Endicott voulait attendre que les Blondel quittent dans le domaine. » Miss Marple croisa les mains. « Comme c'est opportun, Monsieur Keane. Et je me demande si vous étiez le dernier à entrer dans la bibliothèque. Ce soir ?» Keane ouvrit la bouche mais ne trouva pas de réponse immédiatement. « C'est important, » a-t-elle poursuivi. « Je pose la question car il n'y a qu'une seule série de traces de pas boueuses sur le tapis et elles sont assez récentes. Je suis venu ici juste après le dîner, admit-il enfin, pour écrire une lettre, mais le placard était fermé à clé. Et avez-vous remarqué que la cheminée brûlait plus fort que d'habitude ? » Il hésita. « Je croyais que quelqu'un avait ajouté une bûche. » Miss Marple se tourna vers Madame Liddell. « Le foyer a-t-il été allumé ce soir ? » ?»« Non, mademoiselle. Pas après le thé. Le cendrier n'a pas été vidé non plus. Pas depuis ce matin. »« Je crois, » dit Miss Marple, « que le testament n'a pas été brûlé dans le placard. Il a été placé dans l'âtre,
et les cendres utilisées suggèrent qu'il a brûlé à l'intérieur du coffret. Le major Redburn fronça les sourcils. « Mais pourquoi cette tromperie élaborée ?»« Pour nous embrouiller, dit-elle, doucement. Pour faire croire que le testament a brûlé accidentellement ou a été falsifié par un voleur. Mais aucun voleur ne brûlerait un document et laisserait l'armoire déverrouillée avec la clé dedans. C'était censé suggérer le chaos, mais c'est trop ordonné pour être involontaire. » Mademoiselle Dampier s'affala sur une chaise proche, le visage blême. « Alors vous dites que le testament a été détruit volontairement, et la seule personne qui en profite maintenant est celui qui était censé hériter selon l'ancienne version, » termina Miss Marple. Le vicaire arriva peu après, appelé de son bureau, et tenta de calmer la foule. Mais le ton avait changé. Les soupçons se portèrent désormais non plus seulement sur Gerald Blondell, mais sur Walter Keane. Miss Marple remarqua sa façon de serrer les poings, de toujours tourner le dos au feu, comme pour le surveiller. Plus tard, tandis que les autres se dispersaient et que la nuit redevenait plus calme, Miss Marple resta dans la bibliothèque. Seule, elle examina la grille. Un objet métallique brillait faiblement sous la cendre refroidie. À l'aide du tisonnier, elle dénicha un fermoir d'angle en laiton qui pourrait appartenir à un porte-document. Il était calciné et noirci, mais pas complètement fondu. Un oubli insensé. Elle sourit faiblement. Le matin, elle se rendit au village et rendit une discrète visite au maître de poste, M. Frobisher, un homme au visage rougeau, amateur de pastilles à la menthe et d'exactitude. « Je me demandais, lui demanda-t-elle gentiment, si M. Endicott avait envoyé quelque chose d'inhabituel cette semaine par la poste. »« En effet, dit-il, enveloppe recommandée postée jeudi après-midi, adressée au bureau de M. Keane à Paddington, arrivée juste avant le retrait. Enveloppe épaisse, bien fermée. »« Est-ce qu'il a été expédié ?»« Non. Le chauffeur du van est tombé en panne à Little Waltham. Le colis est toujours là, à l'arrière. Je vais le chercher ?»« Pas besoin, répondit-elle. Mais merci, monsieur Frobisher. Vous avez confirmé exactement ce que j'espérais. » Cet après-midi-là, elle retourna à Cresswell Hall, déterminée et sereine. La maison était à nouveau silencieuse, Isobel étant restée dans ses appartements, et Marjorie arpentant les jardins comme un spectre perdu. Elsie servait le thé, les mains encore tremblantes, des découvertes de la veille, et Walter Keane, pour la première fois depuis son arrivée au village, paraissait nerveux. Miss Marple le trouva dans le bureau, en train d'examiner des livres qui ne l'intéressaient pas. « Vous avez un passé au Caire, monsieur Keane, » dit-elle sans préambule. Il se raidit, puis se retourna lentement. « Pardon ? Vous connaissiez Arthur Avery. Vous n'étiez pas seulement présent au Caire. Vous avez participé à ce scandale. Endicott vous a mentionné dans sa lettre. » Les yeux de Keane se plissèrent. « Alors c'est ça. Tu crois que je l'ai tué par peur ? » ?»« Non, » répondit calmement Miss Marple. « Je crois que vous l'avez tué parce que vous y avez vu une opportunité. Gérald était instable et colérique. On pouvait le manipuler pour le pousser à agir bêtement. Clara avait un mobile et de la rage. Et vous, monsieur Keane, vous aviez accès à la fois à la volonté et au feu. » Il ne dit rien, mais le silence était plus fort que les paroles. « Vous avez tout orchestré, dit-elle. Vous saviez qu'Endicott avait désigné Isobel comme héritière dans le Nouveau Testament. Vous l'avez encouragé à le garder secret pour l'instant, prétextant que les Blondell pourraient mal réagir. Vous avez veillé à ce que l'original reste ici tout en faisant semblant d'attendre une copie, et vous saviez où il était caché. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-il finalement, la voix froide. « Pas encore, » répondit Miss Marple. « Mais il y a encore une lettre recommandée à la poste du village. Si je ne me trompe pas, et c'est généralement le cas, elle contient une copie signée du testament. Endicott l'a envoyée jeudi, probablement par précaution. Elle n'a jamais quitté le village. » La mâchoire de Keane se serra. « Et si nous l'ouvrons, » ajouta-t-elle doucement, « et qu'il porte sa signature et la vôtre, et que son contenu correspond à ce que vous avez nié, alors vous serez non seulement coupable de parjure, monsieur Keane, mais de quelque chose de bien pire. » Il se dirigea brusquement vers le tiroir du bureau, mais Miss Marple était déjà là, le tenant fermé avec une force surprenante. « Non, dit-elle, c'est fini. » Et puis, les du couloir, une voix retentit, celle du major Redburn. « Mademoiselle Marple, vous aimeriez peut-être voir ceci. » Dans sa main, il tenait un petit morceau de tissu, brûlé sur les bords,
mais faisant visiblement partie d'une doublure de poche. À l'intérieur, un objet unique et intact, un stylo plume en or. Les initiales sur le corps étaient A.E. Miss Marple le prit avec douceur. Archibald Endicott, murmura-t-elle. Son stylo, probablement utilisé pour signer le testament. Et caché, peut-être par vous, monsieur Keene, quand vous pensiez que personne ne le trouverait. Walter Keene ne dit rien. Il resta là, prisonnier de sa propre toile de précision et de faux-semblants. Son silence était un aveu. Ce soir-là, le feu de la bibliothèque s'éteignit à nouveau. Miss Marple était assise à côté, son tricot posé sur ses genoux, intact. Dehors, la pluie tombait en un crépitement lent et incessant. Et elle savait que quelque chose de plus profond se cachait derrière le testament, derrière le meurtre d'Endicott, la fureur de Clara, la disgrâce d'Avery, l'ambition de Keene, et un secret toujours caché en attente. Cela ne serait plus long maintenant. Chapitre 5. La note cachée dans l'horloge creuse. La tempête revint avec fureur cette nuit-là, transformant les ruelles pavées de St. Edwig's Cross en rivière sombre qui scintillait sous les lampes à gaz vacillantes. Le vent hurlait à travers les cheminées de Dasondaddy, Cresswell Hall tel un violon enragé, et les lourds rideaux du salon se gonflaient de courants d'air invisibles, malgré toutes les fenêtres fermées. Juste après minuit, un bruit étrange résonna dans la grande maison, aigu et métallique, suivi d'un bruit sourd, faible mais inimitable. Miss Marple, qui avait depuis longtemps appris le langage de ces maisons, interrompit sa lecture et tourna la tête vers la vieille horloge de parquet dans le couloir. Elle avait sonné l'heure 3 minutes trop tôt, et tandis qu'elle sonnait sa dernière note, quelque chose gémit à l'intérieur. Au matin, l'orage s'était adouci en une bruine constante, douce mais insistante, comme le claquement de longs doigts fantomatiques. La maisonnée émergea silencieusement. Les événements de la semaine précédente planèrent dans l'air. Archibald Endicott mort, Gerald Blondell toujours en détention, le testament découvert et presque détruit, et Walter Keene désormais sous enquête après le démantèlement de son complot. Les invités de Cresswell Hall se déplaçaient avec une politesse nerveuse, leur conversation polie mais chargée. Mademoiselle Dampier n'était pas descendue pour le petit déjeuner, et la salle à manger était inhabituellement silencieuse. Ce fut Elsie, la servante, qui trouva l'horloge la première. Elle polissait le carrelage du hall lorsqu'elle remarqua qu'elle penchait légèrement en avant, comme fatiguée par son travail. Ses aiguilles s'étaient arrêtées à 3 heures. Miss Marple arriva quelques instants plus tard et, après avoir délicatement ouvert la vitrine, elle appuya 2 doigts sur le socle en bois sculpté. « Elle est creuse, dit-elle doucement. C'est étrange pour une pièce aussi lourde. »« Je vais chercher Monsieur Crum ?» demanda Elsie. « C'est l'horloger du village. » « Pas besoin, » murmura Miss Marple, ses doigts se trouvant déjà une petite encoche derrière le pendule. Elle appuya doucement. Avec un léger clic, un panneau caché au dos de l'horloge s'ouvrit, révélant un étroit compartiment doublé de velours. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, jaunie et scellée à la cire. Il n'y avait pas de nom, seulement une date. 12 octobre 1931. Miss Marple prit une inspiration prudente en brisant le sceau. La note à l'intérieur était brève, écrite d'une écriture irrégulière et précipitée. « À quiconque trouve ceci, ce qui est arrivé à Avery n'était pas un accident. Il connaissait la vérité sur Redfern et la cargaison. Endicott a étouffé l'affaire et Keene a contribué. Si je disparais, sache que ce n'était pas par choix. H. » Miss Marple resta immobile pendant près d'1 minute. L'air autour d'elle s'épaissit, non pas à cause de la poussière ou des intempéries, mais sous l'effet des conséquences. H, l'auteur de la lettre, n'avait signé qu'une initiale. Mais maintenant, les noms tournoyaient comme des vautours dans son esprit. Avery, Redfern, Keene, Endicott. Et maintenant, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui en avait su assez pour cacher la vérité au cœur même de Lucy-Sonnon, la maison. Elle retourna au salon, où le major Redburn arpentait les fenêtres, une cigarette à la main. La pluie dehors créait une lueur diffuse qui mettait sa silhouette en relief. « Avez-vous déjà servi aux côtés du lieutenant Avery ?» demanda-t-elle calmement. Redburn se retourna surpris. « Oui, » dit-il prudemment. « Brièvement, l'Égypte. » Et Endicott ? « Nous étions tous stationnés dans la même division pendant un certain temps. »« Et un homme nommé H ?»
Il se figea. Une brève lueur de reconnaissance passa dans ses yeux, puis un sang-froid prudent. Il y avait un caporal Halliday, un type discret, un peu studieux, pas très doué pour le terrain. Miss Marple hocha la tête. A-t-il déjà été impliqué dans la logistique? Le major pinça les lèvres. Il gérait les archives, les inventaires. Pourquoi cette question? Elle lui tendit le mot. Il le lut une fois, puis une autre fois. Lorsqu'il releva enfin les yeux, une trace de honte se lisait sur son visage. « Je ne savais pas qu'il était au courant, » murmura-t-il. « Pour la cargaison. »« Quelle cargaison ?» insista-t-elle. « C'était en 1931. Nous étions stationnés près du Caire. Il y avait une caisse. Personne n'a avoué ce qu'elle contenait. Officiellement, c'était du matériel médical. Mais nous savions. Des armes, non marquées, détournées illégalement. Halliday a dû comprendre. Avery, certainement. Mais la politique, bon Dieu, c'est supérieur à tout balayer. Et puis Avery est mort. Et Halliday? Parti, soi-disant libéré pour raison de santé. Mais je me suis toujours posé la question. Après ça, Endicott est devenu différent, dur. Keane a disparu pendant un temps. Maintenant, je pense qu'il ne l'a jamais quitté. Miss Marple le remercia et prit congé, mais son esprit était déjà ailleurs. L'horloge, le secret. Quelqu'un était revenu cacher ce mot-là récemment. La cire était molle, l'enveloppe pas aussi vieillie qu'elle aurait dû l'être. Ce n'était pas une simple confession oubliée. C'était un avertissement renouvelé. Cet après-midi-là, elle visita les registres paroissiaux, profitant d'une occasion opportune pour interroger le vicaire sur ses anciens registres de confirmation. Le révérend Dane se montra obligeant, quoique distrait. Tandis qu'il triait les documents, Mademoiselle Marple feuilleta le registre et s'arrêta sur un nom familier. Caporal Halliday, résidence indiquée au 12 Low Mill Lane. Décédé en 1932, cause, inconnu, corps non retrouvé. Pourtant, un homme sans corps ne pouvait être déclaré mort de manière concluante. Et plus curieux encore, le 12 Low Mill Lane était actuellement loué. Non pas par un inconnu, mais par Marjorie Blondell. Miss Marple ne perdit pas de temps. Elle retourna au manoir et trouva Marjorie dans la véranda, les doigts crispés sur un panier à couture. « Connaissiez-vous l'ancien locataire de votre cottage ?» demanda doucement Miss Marple. Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent. « Tu parles de Monsieur Halliday? Alors tu le savais. Il était mon précepteur quand j'étais jeune. Avant qu'il disparaisse, j'allais à sa maison pour emprunter des livres. Il me racontait des histoires sur l'Égypte. Je ne savais pas qu'il avait écrit quoi que ce soit. Il a laissé un mot, dit Miss Marple à voix basse. Un mot qu'il a probablement caché ici, pensant que quelqu'un dans cette maison était dangereux. Marjorie baissa les yeux. Alors il avait raison, non? Miss Marple pencha la tête. Avez-vous déjà vu Monsieur Keane au cottage? Il y eut une pause. Oui, murmura-t-elle. Il y a 2 semaines. J'étais dans le jardin. Il ne savait pas que j'étais là. Il avait une clé. Je lui ai demandé plus tard ce qu'il faisait, et il m'a dit que c'était lié à une vieille affaire de famille. Miss Marple se leva, le cœur serré. Keane cherchait le mot. Il était au courant des soupçons de Halliday depuis le début, et quelqu'un, peut-être pas Keane, était arrivé le premier. De retour au manoir, l'horloge de parquet avait été déplacée pour permettre le polissage. Miss Marple passa la main à l'intérieur du panneau caché. Elle découvrit une légère trace, comme de la suie de bois de chauffage, mais collante et résineuse. Du goudron de pain. Pas de la cheminée. Des caisses d'emballage. Dans la cave à vin, elle trouva l'indice qu'elle ignorait encore chercher. Parmi les casiers de Porto et de Brandy encombrés de toiles d'araignée, 2 grandes caisses d'anciens surplus militaires, marquées à l'encre délavée, pharmaceutique médicale, et en dessous un pochoir partiellement effacé. Le Caire 1931. Elle en ouvrit un doucement. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux de documents, de vieux emballages en tissu, et en dessous, un revolver rouillé et une pochette de munitions. Non enregistrée, introuvable, et une autre enveloppe. Celle-ci portait la date de 2 semaines avant la mort d'Archibald Endicott. On pouvait y lire « J'en ai assez de me cacher ». Endicott ne veut rien dire, mais la fille, si, je... Laisse ça dans l'horloge. S'il arrive quelque chose, vérifie la cave. Aucune signature. Miss Marple ressentit un frisson comme elle n'en avait jamais connu. La fille, Marjorie.
Quelqu'un croyait savoir, et quelqu'un, peut-être le véritable tueur, n'en avait pas encore fini. Elle ferma la caisse, épousseta sa jupe et monta les escaliers. La maison était trop silencieuse. Dans le salon, le feu avait brûlé jusqu'à devenir des braises molles. Mademoiselle Dampier était assise, enveloppée d'un châle, le regard fixé sur la cheminée vide. « Ils sont tous mêlés à tout ça », murmura-t-elle. « Les hommes, la guerre, les secrets. Je n'aurais jamais cru qu'Archie pouvait être cruel. Je n'aurais jamais cru qu'il avait peur. » Miss Marple ne dit rien. Il y avait encore trop de choses à dire. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle entendit un bruit, un léger tapotement à l'étage, et puis un cri. Chapitre 6. Le portrait qu'il a vu mourir. Le cri transperça les murs de Cresswell Hall comme une lame aiguë et soudain, assez puissant pour briser les pensées. Miss Marple était à mi-hauteur de l'escalier lorsqu'il retentit, sa main serrant déjà la rampe polie, le bruit provenant du couloir près de l'aile sud, autrefois utilisé comme chambre d'amis, aujourd'hui rarement fréquentée. Elle se déplaça rapidement malgré son âge, ses pantoufles silencieuses sur les vieux tapis, et tourna au coin de la rue, juste au moment où les autres commençaient à se rassembler derrière elle. Miss Dampier en robe de chambre, le major au col à moitié boutonné, et Marjorie, pâle comme la craie, agrippée à la rampe comme si c'était le seul point d'ancrage à ce monde. C'était Elsie qui avait crié. La femme de chambre s'était effondrée près de la porte verrouillée de la chambre d'amis et, les yeux écarquillés par une horreur qui ne l'avait pas encore quittée. « J'ai vu quelqu'un à l'intérieur », halta-t-elle. Elle était immobile, face au mur. Puis elle est tombée, comme une marionnette, dont on aurait coupé les fils. Miss Marple se pencha, l'oreille collée à la porte. Rien. Pas de souffle, pas de mouvement. Elle se tourna vers la gouvernante. « Madame Liddell, la clé, s'il vous plaît. » Elle la lui apporta d'une main tremblante et la tourna avec un clic qui résonna beaucoup trop fort dans le silence du couloir. La porte s'ouvrit en grinçant. Il n'y avait aucune lumière, seulement le clair de lune argenté, trempé par la pluie, qui filtrait à travers les rideaux de gaz. Mais, là, affalée sous l'immense portrait à l'huile accroché au-dessus de la cheminée, gisait Clara Dane. Elle était très calme. Miss Marple s'approcha. L'épouse du pasteur était allongée sur le dos, les mains le long du corps, les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte. À première vue, il n'y avait ni blessure, ni sang. Mais une légère teinte bleutée au coin de ses lèvres en disait long, une que Miss Marple avait déjà vue, encore du cyanure. Rapide, cruel et apprécié de ceux qui préféraient le silence, à la lutte. Mais ce qui frappait Miss Marple plus que le corps, c'était le portrait qui le surplombait. C'était une œuvre saisissante, plus grande que nature, au ton sombre, avec un cadre doré qui captait la lumière même en l'absence de feu. Le sujet était une femme vêtue d'une robe bleu profond, assise à un bureau, une main posée sur un livre, l'autre délicatement enroulée autour de la tige d'une rose blanche. Ses yeux, rendus avec un réalisme saisissant, semblaient suivre les mouvements avec une précision inquiétante. Et juste sous la surface vernie du tableau, le nom, Henrietta Dampier, 1832 à 1871. Henrietta, murmura Miss Marple, la première maîtresse de maison, et maintenant, elle en voit une autre mourir. Les autres entrèrent lentement, chacun admirant le sombre tableau. Le révérend Dane tomba à genoux près de sa femme, d'une voix basse et brisée. « Elle a dit qu'elle montait juste pour sa broderie, dit-il d'une voix brisée. Pourquoi est-elle venue ici? Cette pièce est inoccupée depuis des années. » Miss Marple regarda attentivement autour d'elle. La pièce était propre, mais intacte. De la poussière s'accrochait à la cheminée, les rideaux étaient jaunis à l'ourlet, et le tapis ne portait aucune trace de fraîcheur, hormis celle qui menait de la porte au corps. « Elle n'était pas là pour se reposer, dit-elle. Elle était venue pour cacher quelque chose, ou récupérer quelque chose de caché. » Elle se tourna à nouveau vers le portrait et Bessie Menand observa attentivement la base du cadre. Là, presque invisible sous le filigrane doré, se trouvait une légère altération. Des éraflures et de petites empreintes dans le mur. « Madame Liddell, dit doucement Miss Marple, ce portrait a-t-il déjà été déplacé? » « Pas depuis des années, hein, madame. Pas depuis mon arrivée au temple. Je crois qu'il a été déplacé récemment. Juste assez pour ouvrir quelque chose derrière. »
Elle tendit la main et toucha le bord du cadre, appuyant légèrement. Un léger clic retentit, et le tableau tout entier se décala vers l'extérieur grâce à une charnière dissimulée, révélant un étroit renfoncement dans le mur. À l'intérieur se trouvait une cavité pas plus grande qu'une boîte à pain. Elle était vide. Ce qui était caché ici a disparu, dit-elle. Mais Clara savait que c'était là. Elle a dû venir pour ça, dit le major Redburn. Mais qu'est-ce que c'était? Une lettre, je suppose, répondit Miss Marple, ou un journal intime. Peut-être, même une photo, un souvenir du passé que Clara avait caché, jusqu'à ce qu'elle craigne que quelqu'un d'autre le découvre. Le vicaire leva les yeux, le visage marbré et blême. Elle a été agitée toute la journée, murmura-t-il. Elle murmurait, regardant par la fenêtre. Je pensais que c'était du chagrin. Pour Archie, pour tout ça. Mais maintenant, Miss Marple posa doucement une main sur son épaule. Elle savait quelque chose, révérend. Quelque chose de dangereux. Et quelqu'un d'autre. Savait qu'elle savait. Plus tard, à l'arrivée du policier et du coroner, et alors que la maison s'enlisait dans une routine feutrée d'interrogatoire et de déposition, Mademoiselle Marple retourna dans sa chambre, le cœur lourd. Clara Dane avait été impétueuse, méfiante et acerbe, mais pas du genre à céder à la panique ou au désespoir. Sa mort, qu'elle soit due à un meurtre ou à un suicide, portait les stigmates d'une personne soumise à de fortes tensions, et le secret qu'elle portait lui avait été arraché violemment. Ce soir-là, tandis que le vent continuait de hurler autour des cheminées, Miss Marple fit une visite discrète à la bibliothèque. Elle se tenait devant l'arbre généalogique, accroché dans son lourd cadre doré, près de la cheminée. Henrietta Dampier, de 1832 à 1871, épousa Augustus Dampier. Leur lignée s'étendait sur 3 générations, jusqu'à Isobel. Mais là, à côté du nom d'Henrietta, une légère note à l'encre rouge. Un second mariage. Veuve en 1864. Remariée en 1865 avec un certain lieutenant Charles Avery. Avery, le même nom. Elle se pencha plus près. Une petite note à côté du second mariage. Problème? Aucun enregistré, ligne d'héritage ininterrompue. L'esprit de Miss Marple tournait comme les rouages d'une vieille horloge de parquet. Clara Dane avait évoqué la disgrâce d'Avery au Caire. Mais était-il possible qu'elle ait appris qu'il avait un lien plus profond avec la famille? Le lieutenant Avery, déshonoré et mort, pouvait-il être plus qu'une simple connaissance de guerre? Elle est retournée à l'horloge. Derrière le compartiment creux, sous la doublure de velours, elle découvrit un second renfoncement. Peu profond, poussiéreux et presque invisible. Et là, plaqué contre le bois, se trouvait une vieille photographie en noir et blanc. On y voyait 3 hommes en uniforme, debout près d'une petite tente d'hôpital de campagne dans le désert. Endicott, reconnaissable même à l'époque. Keane, méconnaissable avec son visage plus fin et ses cheveux plus foncés. Et à côté d'eux, un homme plus jeune, à la mâchoire plus douce et aux yeux plus foncés. Au dos, écrit au crayon délavé, Avery, Endicott, Keane, Le Caire, 1931. Mais ce qui coupa vraiment le souffle à Miss Marple, c'était la ligne griffonnée en dessous. Il ressemble trop à Henrietta. Elle tenait la photo entre ses doigts, gantée, la vérité se solidifiant comme du givre sur du verre. Le lieutenant Avery n'avait pas seulement été impliqué dans un scandale. Il avait un lien de parenté avec la famille, illégitimement ou par une branche oubliée, mais indéniablement. Clara Dane avait dû trouver des preuves, ce qui menaçait non seulement la réputation d'Endicott, mais aussi ses droits sur la succession. Et si Avery avait un enfant? Miss Marple se retourna tandis que l'horloge du couloir sonnait à nouveau minuit. L'horloge de parquet. Et puis elle se souvint des traits de Marjorie, la douceur de son front, la courbure de son menton, la légère arche de son nez. Familier. Ressemblant au tableau. Pas Isobel, mais Henrietta. Tout collait. Clara avait trouvé une preuve. Un portrait, une lettre, peut-être même un acte de naissance. Quelque chose qui reliait Avery, déshonoré, mort, effacé de l'histoire, à un héritier vivant, et quelqu'un d'autre avait tué pour enterrer ce lien. Elle devrait parler à Marjorie immédiatement. Alors qu'elle se levait, on frappa à sa porte. Pas fort. 3 coups légers. Quand elle l'ouvrit, c'était Elsie. « Mademoiselle Marple » murmura-t-elle.
Je sors de la cave. Les caisses ont disparu. Disparu? Oui, madame. Je suis allé chercher du bois. Et ils ne sont plus là. Quelqu'un les a déplacés. Le visage de Miss Marple se durcit. Ce n'était pas fini. Cela venait juste de commencer. Chapitre 7. Le murmure qui a tout changé. L'orage était passé, mais il laissait dans l'air une lourdeur qu'aucun soleil ne pouvait dissiper. Les jardins de Creswell Hall étaient immobiles sous un léger brouillard matinal. La rosée, s'accrochant à chaque épine et à chaque feuille, comme si la terre elle-même avait pleuré toute la nuit. Le manoir, lui aussi, était silencieux. Les domestiques circulaient silencieusement dans les couloirs, les portes s'ouvraient avec plus de précaution, et même le vieux plancher semblait gémir plus doucement, comme s'il pleurait la mort étrange et soudaine de Clara Dane, sous le regard attentif de ce portrait ancestral. Miss Marple se leva tôt et quitta sa chambre avant le petit déjeuner pour retourner à la cave. Elle descendit prudemment les marches de pierre, lanterne à la main, projetant de longues ombres sur les murs. Là où se trouvaient autrefois des caisses marquées pharmaceutiques médicales, le Caire 1931, il n'y avait plus que des briques humides et de la poussière. Elle s'accroupit et toucha le sol du doigt. Les traces de frottement étaient légères mais présentes, se dirigeant vers l'entrée des domestiques au fond de la salle. Quelqu'un avait enlevé les caisses après minuit. Pas discrètement, mais rapidement. Peut-être trop rapidement. Un léger bruissement la fit s'arrêter. Elle se retourna, tenant la lanterne bien haut. C'était Marjorie. La jeune fille se tenait au pied de l'escalier, son châle serré contre ses épaules, les yeux écarquillés et hantés. « Miss Marple », murmura-t-elle. « Quelqu'un est entré dans ma chambre la nuit dernière. » Miss Marple se leva lentement. « Avez-vous vu qui ?»« Non. J'ai verrouillé ma porte, mais je me suis réveillée et j'ai entendu une respiration, juste derrière la porte. Puis une voix. Elle disait... » Elle hésita, tremblante. « Le portrait voit ce que vous oubliez. » Miss Marple s'approcha d'elle et lui prit la main froide. « Vous devez venir avec moi, dit-elle. Il y a quelque chose que vous devez savoir. À propos de votre père. » Les lèvres de Marjorie s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. De retour au salon, le feu allumé et les portes closes, Miss Marple lui montra la photo qu'elle avait trouvée, derrière l'horloge. Avery, Endicott, Keene, le crayon au dos. Il ressemble trop à Henrietta. « Je crois, dit doucement Miss Marple, que vous êtes la fille du lieutenant Avery, et que votre mère, même si on n'en a peut-être jamais parlé, était son lien avec cette famille. Peut-être même la fille d'Henrietta elle-même. Cela ferait de vous la dernière héritière légitime de ce domaine. » Marjorie secoua lentement la tête, sa voix à peine audible. « Mais pourquoi? Pourquoi cacherait-on ça? »« Bien, parce que cela menace tout. Parce que cela invalide l'héritage des Blundell. Parce que cela rend la revendication d'Endicott fausse. Et parce que Clara Dane l'a découvert. C'est pourquoi elle a été tuée. Quelqu'un savait qu'elle avait trouvé la preuve. Et ils étaient prêts à tuer pour la détruire. »« Mais qui ?» La voix de Marjorie se brisa. « Qui ferait tout ça ?»« Cela, dit Miss Marple, nous sommes très près de le savoir. » À midi, le brouillard s'était légèrement levé, révélant le village au-delà des haies du manoir, parsemé de taches grises et vertes. Miss Marple se dirigea lentement vers le cimetière, où elle trouva le révérend Dane assis seul sur un banc humide sous le vieil if. Il paraissait plus âgé que son âge, voûté et replié sur lui-même. « Elle m'a tout caché, murmura-t-il tandis qu'elle s'approchait. Les lettres, la photo. Elle a dit qu'elle voulait m'épargner. »« Parfois, répondit Miss Marple, les gens cachent des vérités non pas pour épargner les autres, mais pour se protéger. » Il leva brusquement les yeux. « Elle était effrayée, poursuivit Miss Marple. Elle est entrée en possession de quelque chose, peut-être la preuve même de la lignée de Marjorie, et quelqu'un savait qu'elle ne resterait pas silencieuse. Vous a-t-elle parlé d'un portrait ou prononcé le mot Henrietta ces derniers jours? » Il hésita. « Elle a dit que les yeux dans ce tableau la suivaient, qu'Henrietta avait l'air de vouloir parler. » Miss Marple sourit, faiblement. Elle n'avait pas tort. Ce soir-là, elle demanda que le portrait de la chambre d'amis soit retiré. 2 valets de pied s'efforcèrent de le démonter. Son cadre était plus lourd qu'il n'y paraissait. Et derrière, comme prévu, se trouvait non seulement la petite niche qu'ils avaient aperçue, mais un panneau plus grand,
cloué et recouvert de peinture depuis longtemps. Miss Marple supervisa son démontage minutieux. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres, nouée avec un ruban fragile par le temps. Elle a ouvert celui du haut. « À ma fille, ça a commencé. Ton père et moi n'avons jamais été destinés à l'approbation de la société. Mais sache ceci, tu n'étais pas une erreur. Tu es de sang d'Ampier et Avery, et tu es plus honorable que n'importe quel nom inscrit dans la loi. Signé H.D. Henriette Dampier. » Voilà la vérité. Clara Dane avait dû découvrir ces lettres ces derniers jours. Peut-être en faisant le ménage ou lors d'une recherche effrénée. Elle les avait cachées, à nouveau, espérant peut-être les révéler au bon moment. Mais quelqu'un d'autre avait découvert leur existence, et les jours de Clara s'étaient terminés brutalement. Miss Marple quitta la pièce en silence et trouva Isobel assise seule dans le salon, regardant par la fenêtre avec des yeux aveugles. « Savez-vous, dit doucement Miss Marple, que Marjorie est votre cousine ?» Isobel se retourna, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« C'est la fille d'Avery, l'enfant de ton grand-père et d'Henrietta, ce qui rend Marjorie plus terne qu'on ne le pensait. » Isobel détourna le regard. « Non, c'est impossible. J'ai lu les lettres d'Henrietta. L'écriture correspond à la Bible familiale. Et le timing est parfait. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de biaisé dans tout ça. » Isobel resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « J'ai toujours eu l'impression que quelque chose clochait dans la revendication d'Archie sur le domaine. Il n'a jamais aimé cet endroit. Il n'y a jamais eu sa place. Et maintenant, dit Miss Marple, nous devons décider qui le fait vraiment. » Alors que le crépuscule tombait et que les bougies s'allumaient dans toute la salle, Miss Marple fit sa dernière promenade de la soirée dans la longue galerie. L'orage n'était pas revenu, mais le vent tirait toujours sur les fenêtres comme un enfant qui demande à entrer. Elle passa devant les portraits, des hommes sévères, des femmes aux yeux doux, des enfants figés dans l'huile. Et là, au fond, elle l'entendit. Une voix, bas, déchiquetée. Elle a trop vu. Miss Marple marqua une pause. La galerie était vide. Les rideaux ondulaient doucement. Elle suivit la voix jusqu'à la dernière fenêtre, où un petit bureau avait été installé pour la correspondance du matin. Le vent frappait la vitre. Là, glissée juste sous le buvard, elle trouva une page, neuve, non signée, écrite à la hâte. Elle apprit les lettres. Elle allait tout dire à la fille. Je n'avais pas le choix. Mais ce n'est pas fini. Il en reste encore une qui sait. Je la ferai taire aussi. Elle l'a retournée. Une tache d'encre fraîche dans le coin, encore humide. Miss Marple leva les yeux, ses yeux se rétrécissant. Elle n'était pas seule. Des pas s'approchèrent derrière elle, et quelqu'un murmura « Trop tard, Miss Marple ». Chapitre 8. La pièce dont personne ne soupçonnait l'existence. Le murmure était si proche, si intime, que l'espace d'un instant, Miss Marple crut qu'il venait de son propre esprit. « Trop tard, Miss Marple ». La voix, basse, gutturale et froide comme le vent nocturne qui rôdait aux fenêtres extérieures, se déploya dans l'ombre derrière elle, disparaissant alors même qu'elle se retournait. Mais il n'y avait personne. Juste la longue et étroite galerie, faiblement éclairée par les appliques et le clair de lune. Un courant d'air agitait les lourds rideaux de velours et le léger tic-tac de l'horloge au fond du couloir battait comme un second cœur. Elle resta, immobile, tendant l'oreille, cherchant un son autre que son propre souffle, son regard scrutant les tableaux, les coins, le parquet. Celui qui avait parlé n'était plus là, ou n'avait jamais été là. Mais le mot restait, son encre encore humide, ses mots avouant un meurtre et en promettant un autre. Miss Marple le glissa dans son sac sans s'arrêter et quitta la galerie sans hâte, le dos droit, le pas calme. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Le meurtrier n'était plus seulement un homme, caché dans l'ombre ou une femme pétrie de ressentiment. Il ou elle observait, se déplaçait, tournait autour du hall, comme un renard autour d'un poulailler agonisant. Et ils avaient vu Miss Marple en voir trop. Elle trouva Marjorie dans le petit salon bleu, lisant sans conviction sous le regard attentif d'un portrait d'Épagnol. La jeune femme leva les yeux, surprise. « Tu es pâle, dit-elle. Quelque chose ne va pas ?»« Je crois, dit prudemment Miss Marple, que nous sommes en danger. Quelqu'un sait qui vous êtes. Et il compte bien le garder enfoui, même s'il doit vous enterrer avec. »
Les mains de Marjorie tremblaient sur ses genoux. « Mais qui ?»« Ça, dit doucement Miss Marple. On le saura peut-être bientôt. Mais d'abord, il y a autre chose. La lettre d'aveu que j'ai trouvée dans la galerie, on me l'a laissée. Le meurtrier est revenu sur les lieux, ce qui signifie qu'ils sont soit désespérés, soit négligents. » Le lendemain matin, le temps était plus que brumeux. Une lettre arriva par la poste non signée et dactylographiée sur du papier ordinaire. Elle ne comportait ni adresse, ni salutation, ni conclusion. Elle disait simplement « Arrêtez de chercher, sinon quelqu'un d'autre mourra. La prochaine fois, ce ne sera pas du poison. Ce sera rapide et salissant. » L'agent Wilkes fut immédiatement appelé, mais mademoiselle Marple doutait que la police locale découvre autre chose que des traces de pas et des traces. Ce tueur était méthodique. Il faudrait une force plus profonde. L'intuition, la compréhension humaine, la lecture des silences et des contradictions pour démêler ce réseau. Il fallait faire autre chose. Cet après-midi-là, elle retourna aux vieux registres familiaux, accompagnée cette fois du révérend Dane, qui, bien que toujours sous le choc de la mort de sa femme, se montra coopératif. Tandis qu'ils épluchaient de vieux registres et actes dans la salle des archives moisies du manoir, mademoiselle Marple s'arrêta sur une page de 1892, un plan de succession de Cresswell Hall. C'était un dessin d'architecte, délavé et froissé, et qui représentait le manoir tel qu'il était après le second mariage d'Henrietta Dampier. Mais quelque chose n'allait pas. « Là », dit-elle en pointant du doigt. « Vous voyez ? Cette aile, à l'est du salon, compte 5 pièces, mais dans le hall actuel, il n'y en a que 4. Le révérend Dane ajusta ses lunettes. « Vous avez raison, l'une d'elles semble avoir disparu. Une pièce, entre l'ancienne chambre d'enfant et la lingerie. Une pièce, murmura Miss Marple, dont personne ne connaissait l'existence. Plus tard dans l'après-midi, sous prétexte de chercher des disques égarés, elle erra dans le couloir devant la lingerie, comptant ses pas. Les murs étaient épais, les moulures généreuses, mais l'espace entre les pièces était insignifiant. Elle tapota légèrement les plaintes, à l'affût de l'écho creux de l'espace derrière elle. Rien d'abord, juste des coups sourds de plâtre et de briques vieillies. Puis, près d'une tapisserie défraîchie, une note différente, plus fine, résonnante. Elle appuya sur le bord de la tapisserie et sentit une brise, non pas venant d'une fenêtre, mais de derrière le mur lui-même. D'une légère poussée, un pan de lambris se décala avec un léger clic. Un loquet caché. Le panneau pivota vers l'intérieur sur des charnières invisibles, révélant un passage étroit et noir de jais, étouffé par la poussière et le silence. Cela menait à une petite pièce. Pas plus de 2,50 m², il n'y avait ni fenêtre, ni meuble, juste un tabouret, un bougeoir fixé au mur et un grand coffre en bois glissé dans un coin. L'air était vicié, chargé d'une odeur de vieux papier et d'autre chose, une odeur âcre, chimique. Elle a frappé une allumette et a allumé la bougie. À l'intérieur du coffre, soigneusement rangé sous une veste militaire pliée, se trouvaient des objets qui la figeaient. Une pile de lettres, certaines portant des cachets égyptiens, d'autres le sceau de cire de l'armée britannique. Des photographies, le journal d'un officier, et, au fond, un pistolet enveloppé dans une toile cirée. Elle reconnut l'insigne sur la poignée, du même style que la caisse de la cave. Celui qui avait utilisé cette pièce l'avait fait récemment. La mèche de la bougie était noircie, mais pas poussiéreuse, et l'air était perturbé par une entrée récente. Ce n'était pas un débarras oublié, c'était une cachette, une salle de planification, peut-être même le lieu de résidence de quelqu'un qui ne souhaitait pas être vu. Et il était très possible, terriblement possible, que ce soit le repère du meurtrier. Une lettre se démarqua. Elle n'était pas adressée à Endicott ou à Keene, mais à Isobel Dampier datée de la semaine précédant la mort d'Endicott. Mademoiselle Marple le déplia avec une lente précision. « Isobel, tu avais raison de douter de lui. Archie t'a caché bien plus que Cairo. Il a menti sur l'identité de la photo. Il a menti sur ta mère. Il savait la vérité sur Marjorie. J'ai des preuves. Venez dans la pièce secrète avant vendredi. Nous déciderons de la marche à suivre. Aucune signature. Juste une initiale, H, Hallyday encore. » Mais Isobel n'avait jamais parlé de cette lettre. Elle avait prétendu ne rien savoir. Avait-elle menti?
Ou la lettre ne lui était-elle jamais parvenue? Miss Marple quitta la pièce secrète en silence, referma le panneau et retourna dans le couloir, le cœur lourd. Elle ne retourna pas dans sa chambre. Elle se dirigea plutôt vers la roseraie où Isobel, debout, avec un sécateur, taillait soigneusement les fleurs déjà parfaites. « Dites-moi, dit Miss Marple, avez-vous déjà reçu une lettre du caporal Halliday ?» Isobel leva les yeux, une pause dans sa main. « Halliday ? Oui, une fois, il y a des années. Il m'a écrit pour me prévenir au sujet d'Archie. Je l'ai ignoré. En avez-vous reçu un récemment ?» Sa main serrait trop fort les ciseaux. « Non. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Je l'ai trouvé. Dans la pièce secrète. Celle derrière la lingerie. » Isobel resta silencieuse un long moment. Puis elle posa les ciseaux. « Je savais pour cette pièce. Mon grand-père l'avait fait construire lors d'un scandale impliquant Henrietta. Je n'en ai parlé à personne. Pas même à Archie. Quelqu'un d'autre l'a utilisé. Je sais. C'était toi ? Non, répondit calmement Isobel. Mais je crois savoir qui c'était. Ils restèrent un moment immobiles. Le jardin était complètement silencieux. Puis, dans la maison, un grand fracas retentit. Du verre se brisa. Miss Marple tourna les talons et se précipita à l'intérieur, Isobel juste derrière elle. Dans le couloir, le grand miroir accroché près de l'escalier était brisé, et une inscription, à peine lisible, était griffonnée au savon sur le mur. Encore trop tard. Miss Marple pressa sa main sur le message, sentant l'humidité du savon encore accroché à la peinture. Ils ne se cachaient plus. Le meurtrier les narguait désormais. Et puis elle l'a vu. Par terre, à côté du verre brisé, un des gants de Marjorie. Chapitre 9. La tasse de thé laissée inachevée. Le gant gisait par terre, comme s'il avait été posé délibérément, et non laissé tomber. Il était délicat, couleur ivoire, et appartenait sans équivoque à Marjorie, ce que confirmait la légère broderie le long de l'ourlet et le minuscule MB, brodé en fil rose pâle près du poignet. Miss Marple s'agenouilla à côté, les yeux plissés. Le message griffonné au savon sur le mur, encore trop tard, était effrayante non pas parce qu'elle menaçait de recourir à la violence, mais parce qu'elle suggérait que le meurtrier était entré dans la maison quelques minutes plus tôt, ou pire, qu'il n'était jamais parti. Lorsqu'on retrouva Marjorie, elle était dans le salon est, à moitié enfoncée dans un fauteuil, les yeux clos et la respiration haletante. Une tasse de thé presque pleine était posée sur la table d'appoint à côté d'elle. La vapeur s'étant depuis longtemps dissipée. Miss Marple fut la première à remarquer la soucoupe, qui tremblait légèrement, tandis que la tasse tremblait dans la main instable de Marjorie. Lorsqu'elle remua et cligna des yeux, désorientée mais vivante, Miss Marple lui retira délicatement la tasse. « Est-ce que quelqu'un t'a apporté ça ?» demanda-t-elle doucement. Marjorie se frotta les tempes. « Je ne me souviens plus. J'étais à la bibliothèque, puis au jardin, et puis, je ne sais pas. Tout est flou. Il n'y a pas de sucre dans la tasse, remarqua Miss Marple. Tu prends toujours du sucre ? 2 morceaux. Les lèvres de Marjorie s'entr'ouvrirent légèrement. Oui, je le fais toujours. Elle ne l'a pas bu, murmura Isobel depuis la porte, à voix basse. Quelqu'un lui a apporté le thé, sachant qu'elle ne le finirait pas. Miss Marple se pencha vers la tasse. Un léger résidu en tapissait l'intérieur, trop faible pour être perçu par le goût ou l'odeur, mais distinct. Pas du cyanure, quelque chose de plus subtil. Elle ne saurait pas quoi précisément, mais les indices ne résidaient pas dans le thé lui-même. Ils résidaient dans le fait qu'il avait été apporté, sans y être invité, à une jeune femme dont la lignée était soudainement devenue très gênante pour quelqu'un dans la maison. « Je crois, dit lentement Miss Marple, que quelqu'un a décidé que Marjorie en savait trop, ou que sa présence rendait la vérité trop visible. Quoi qu'il en soit, c'était censé la réduire au silence, si ce n'est pas définitivement, du moins assez longtemps pour éveiller les soupçons. « Je ne comprends pas, murmura Marjorie. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me faire du mal ? » À cause de qui tu es, dit doucement Miss Marple, et de ce que ton existence menace. Le reste de la maisonnée fut convoqué au salon. Miss Marple insista, finit les murmures et les manœuvres de coulisses. L'heure de la discrétion était révolue. Le major, le révérend Dane,
Isobel, Marjorie et même Elsie, la servante, étaient tous réunis sous le portrait imposant d'Augustus Dampier. Le feu crépitait, projetant de longues ombres sur le tapis. La pluie claquait doucement contre les fenêtres comme une horloge qui tourne. « Quelqu'un, dit Miss Marple, tente d'effacer la vérité, morceau par morceau, personne par personne. Archie Endicott a été empoisonné non pas à cause de qui il était, mais à cause de ce qu'il savait. Clara Dane a été réduite au silence parce qu'elle a découvert la preuve d'une lignée secrète. Et maintenant, quelqu'un tente de droguer Marjorie, car elle est le fil conducteur de tout cela. » Le major Redburn se tortilla, mal à l'aise. « Vous voulez dire qu'elle est l'héritière ?»« Oui, dit Miss Marple. Et quelqu'un ici le sait depuis longtemps. Je crois que le thé n'était pas destiné à la tuer. Pas encore. Mais à semer la confusion, à semer le doute. Peut-être même à suggérer qu'elle est instable. » La voix de Marjorie tremblait. « Mais qui ? Quelqu'un avec un mobile et une opportunité. » Miss Marple se dirigea lentement vers la cheminée. « Regardez la tasse de thé. Elle a été apportée sur un plateau différent des autres. La porcelaine était dépareillée, et elle a été trouvée dans une pièce où aucun domestique n'était entré ce matin-là. » Elsie se tourna-t-elle doucement vers la servante. « Avez-vous servi le thé au salon Est ?» Elsie secoua la tête. « Non, madame. Je n'ai posé le plateau principal que dans le salon. Je n'en ai jamais apporté au petit salon. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui voulait nous faire croire que ça venait de la cuisine. » Il y eut un silence. Tous les regards se tournèrent vers les autres. Isobel se tenait près de la fenêtre, silencieuse mais indéchiffrable. Redburn fixait le feu. Le vicaire ferma les yeux et soupira. Personne ne parla. « J'ai trouvé un deuxième gant, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « Celui de Marjorie aussi. Derrière l'horloge de parquet, placé délibérément, là où il pourrait être découvert. Il n'y a aucune raison logique pour qu'une fille retire ses gants à deux endroits différents, à moins que quelqu'un ne les lui ait pris, ou qu'il les ait portés à sa place. » Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent. « Tu veux dire quelqu'un habillé comme moi ?»« Je dis, dit Miss Marple, que quelqu'un a tenté de vous impliquer dans votre propre perte. » Elsie s'avança brusquement. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mademoiselle. À propos de la nuit où Madame Dane est morte, tout le monde s'est retourné. J'ai vu quelqu'un près du placard à linge, juste avant qu'on la trouve. Mais je n'ai rien dit parce que je pensais avoir tort. »« Qui as-tu vu ?» demanda Miss Marple. Elsie baissa les yeux et tordit son tablier. C'était Monsieur Keene. Il se tenait près du placard, quelque chose à la main. Je ne l'ai vu qu'une seconde avant qu'il ne disparaisse dans l'ombre. Mais maintenant, j'en suis sûr. Miss Marple hocha lentement la tête. Cela expliquerait comment il a connu le passage secret. Comment il est entré dans la pièce secrète. Et comment il n'a laissé aucune trace. Mais Keene est parti, dit Redburn. Il a quitté le domaine il y a quelques jours. Exactement, répondit Miss Marple, juste après que les caisses aient été sorties de la cave. On frappa à la porte. L'agent Wilkes entra, chapeau à la main, la pluie sur les épaules. « Mademoiselle Marple, dit-il, télégramme de la gare de Mainwarston. Paddington, ils ont trouvé Monsieur Keene essayant d'embarquer sur un navire sous le nom de Wallace Kettering. Il avait un faux passeport, une malle remplie de papiers et un revolver marqué « Le Caire, 1931 ». Des halètements parcoururent la pièce. Miss Marple hocha la tête. « Alors, voilà le secret. C'est lui le tueur. »« Non, » ajouta-t-elle doucement. « Il était un tueur, mais pas le seul. » Le silence revint, plus profond désormais. Lourd. « Il reste quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait pour le Gann, qui a placé la tasse de thé, qui a griffonné le message sur le mur. Quelqu'un est toujours là. » Miss Marple se retourna et regarda lentement chaque visage. « C'était vous, dit-elle finalement. Révérend Dane. » Il leva les yeux, surpris. « De quoi parles-tu ? » « Clara connaissait votre secret. Vous l'avez rencontré bien avant son arrivée à Cresswell Hall. Vous avez également servi au Caire, sous un autre nom. Les notes de Halliday mentionnent un aumônier qui a contribué à blanchir les faux rapports d'approvisionnement. « C'est absurde, a-t-il rétorqué. Je suis dans l'église depuis 1926. »« Oui,
juste après ton retour d'Égypte, et après avoir changé de nom. Elle sortit une photo de son sac à main et la posa sur la table. Une image granuleuse de 5 officiers, dont l'un présentait une ressemblance frappante avec le révérend Dane, bien que plus jeune, imberbe et portant l'insigne d'aumônier. Vous avez empoisonné Clara. Vous avez contrefait la lettre d'Alidai à Isobel, espérant qu'elle serait venue seule dans la pièce secrète. Vous aviez besoin que les lettres soient détruites. Mais Clara les a trop bien cachées. Alors vous l'avez tuée sous le portrait. Et maintenant, Keane étant parti, vous espériez régler le dernier détail. Marjorie. Le vicaire se leva, tremblant. Non, non. Ton murmure derrière moi dans le couloir. Le miroir brisé. Tu as écrit « Encore trop tard » parce que tu croyais que j'en avais déjà trop vu. Wilkes s'avança. Monsieur, je vais devoir vous demander... Mais le révérend Dane s'est précipité. Il est sorti par la porte latérale, a traversé le couloir et s'est dirigé vers la sacristie. La pluie s'est déchaînée dans le couloir tandis que les portes s'ouvraient brusquement. La poursuite a été brève. Ils l'ont rattrapé près du jardin, trempé et essoufflé, effondré sous l'if. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. Ce soir-là, Miss Marple était assise seule dans le salon avec Marjorie. Le feu était faible. La tasse de thé, désormais vide et nettoyée, était posée sur le plateau à côté d'elle. « Tu as été courageuse, » dit Miss Marple. « Mais ne te laisse pas hanter par ça. Tu as survécu à pire que tu ne le penses. » Marjorie la regarda. « Et maintenant ?» Miss Marple sourit doucement. « Maintenant, nous disons la vérité. Toute la vérité, sur Henrietta, sur Avery, sur ce qui a été fait et sur ce qui peut encore être réparé. » Dehors, l'orage s'était calmé. Mais dans les cendres du feu du salon, un léger scintillement métallique attira le regard de Miss Marple. Un charme, d'un bracelet, inscrit avec une seule lettre. 1. Chapitre 10. Le mensonge cousu dans l'ourlet. Le lendemain de l'arrestation du révérend Dane, le ciel était gris et mordu par le vent, des traînées de charbon annonçant de nouvelles pluies. Pourtant, l'air à l'intérieur de Cresswell Hall semblait plus léger, moins étouffant, comme si un poids invisible s'était levé, même légèrement. Le manoir était calme, mais sans tension. Walter Keane avait été arrêté, Dane démasqué, et les liens entre Cairo, l'héritage et les lignées commençaient enfin à se dénouer. Mais Miss Marple, experte en malhonnêteté humaine, savait qu'il valait mieux ne pas soupirer. Un meurtre est rarement isolé, et lorsque les secrets sont suffisamment profonds pour engendrer une mort, il se contente rarement de 2 ou 3. Elle passa la matinée avec Marjorie, parcourant tranquillement les lettres d'Henrietta dans le salon, tandis que le feu crépitait doucement à côté d'elle. Il y avait quelque chose d'apaisant dans le bruissement des vieux papiers et le parfum des sachets de lavande glissés entre les plis, mais aussi quelque chose d'inquiétant. Les lettres exprimaient non seulement la passion et le secret, mais aussi la peur d'Henrietta que son enfant, né hors du sanctuaire de son mariage à Dampier, ne soit jamais accepté. Que sa fille grandisse observée mais anonyme, aimée mais cachée. Une lettre en particulier retint l'attention de Miss Marple. Son adresse était simple, à la fille des qui porte mes perles. Il n'était pas daté, mais l'encre était plus foncée et l'écriture moins régulière. À l'intérieur, les dernières lignes se lisaient ainsi. « S'ils trouvent ça, ils diront que j'ai menti. » Mais la vérité, comme le chagrin, refait toujours surface. Je l'ai cousue dans l'ourlet, au cas où vous auriez besoin d'une preuve. Regardez là où personne n'aurait pensé à chercher, sous le passé lui-même. Miss Marple le lut 2 fois, puis de nouveau, chaque fois plus lentement. « Cousu dans l'ourlet », murmura-t-elle. « De quel ourlet? De quel vêtement ?» Marjorie leva les yeux. « Les perles d'Henrietta ont été transmises à tante Isobel. Je les ai portées une fois, il y a des années. Elle a dit que c'était un bijou de famille. »« Les perles n'ont peut-être pas d'importance, » dit Miss Marple. « Mais l'ourlet, oui, et je crois savoir où chercher. » Elle s'excusa et se rendit directement dans la chambre à coucher supérieur ouest, celle rarement utilisée, autrefois appelée la chambre de deuil, où les robes d'Henrietta Dampier avaient été entreposées après sa mort. Une armoire fermée à clé depuis longtemps se trouvait dans un coin, sa clé poussiéreuse sur la cheminée. D'une main experte, Miss Marple tourna la serrure et l'ouvrit. À l'intérieur, une rangée de robes délavées pendait, immobile,
enveloppées de dentelle et d'un parfum de vieux cèdre. Elles étaient d'une beauté sombre, de lourdes robes de crêpe noire de jais et de doux velours gris, cousus main avec des poignets de deuil et de fins boutons. Miss Marple examina chacune d'elles jusqu'à ce que ses doigts se posent sur une robe bleu marine, profond, ornée de délicates perles au col. Elle a soulevé l'ourlet. Ses yeux s'aiguisèrent. Là, à l'intérieur de la doublure, juste au-dessus de la couture inférieure, se trouvait une fine ligne de couture dépareillée, plus épaisse, irrégulière, juste assez différente pour être remarquée par une personne experte en couture. Soigneusement, délicatement, elle coupa le fil. Une enveloppe jaunie est tombée. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance. L'enfant, Marjorie Henrietta Avery. Mère, Rosalinde Dampier, née Avery. Père, lieutenant Arthur Avery. Miss Marple laissa échapper un long soupir. Rosalinde, pas Henrietta, la fille disparue, l'enfant d'Henrietta et d'Augustus, non répertorié sur l'arbre, présenté comme un cousin, marié plus tard à Arthur Avery. Cela faisait de Marjorie la petite fille légitime d'Henrietta Dampier et la seule héritière vivante par le sang. Cela confirmait tout ce qu'Henrietta avait craint et que Clara était morte pour protéger. La vérité était bel et bien cousue dans l'ourlet, attendant que les bonnes mains la découvrent. Elle a apporté le document à Isobel. Ils étaient assis ensemble dans la salle de musique, la lumière grise projetant de longues ombres sur le sol ciré. Isobel lut le certificat une fois, puis une deuxième fois, l'air indéchiffrable. « Elle ne me l'a jamais dit, dit-elle finalement. Mère, elle a dit que Rosalinde était morte à l'étranger. Elle n'a jamais dit qu'elle avait eu un enfant. Je crois qu'elle voulait protéger son héritage, dit doucement Miss Marple, et peut-être aussi protéger Marjorie, de ceux qui chercheraient à lui nuire pour son nom et son héritage. » Isobel hocha lentement la tête. « Alors c'est fini. Elle possède le hall, tout. Et moi, vous avez toujours été l'intendant, dit gentiment Miss Marple, et un excellent intendant. Mais maintenant, vous pouvez enfin vous reposer. » Il y eut un long silence. Puis Isobel dit, presque distraitement, « Ça n'a jamais appartenu à Archie. Il n'a jamais aimé cet endroit. Il voulait juste gagner. Comme au Caire, comme eux tous. » Miss Marple se pencha en avant. « Tu n'as jamais dit ce qu'Archie avait sur toi. » La main d'Isobel tremblait légèrement lorsqu'elle attrapa la boîte à musique posée sur la table. « Mon défunt mari était impliqué au Caire. Brièvement. Archie l'a découvert, il a menacé de le révéler, de ruiner notre réputation. J'ai modifié mon testament pour l'apaiser. »« Mais tu ne l'as pas tué ?»« Non, dit-elle, mais je le voulais. » Ce soir-là, le silence régnait à nouveau dans la salle. Miss Marple s'apprêtait à partir au matin. Le brouillard était revenu, mais sans menace, juste un silence doux et fantomatique. Elle resta une dernière fois dans la longue galerie, le regard, errant d'un portrait à l'autre. Lorsqu'elle atteignit le portrait de Rosalinde Dampier, peint alors qu'elle avait à peine 17 ans, elle marqua une pause. Il y avait quelque chose dans ses yeux, familier, la douceur de Marjorie, la force d'Henrietta. Et puis elle l'a remarqué, une petite déchirure dans le papier peint, juste à côté du cadre. Fraîche, elle tendit la main et la toucha. Derrière, la faible empreinte d'une chaussure. Quelqu'un était venu. Il observait encore. Elle se retourna, brusquement et vit Elsie. La servante se tenait sur le seuil, ni pâle ni tremblante, mais calme. Trop calme. « Je savais que tu le trouverais, » dit Elsie. Miss Marple ne bougea pas. « Depuis combien de temps le savez-vous ?»« Depuis que j'ai 10 ans. Ma mère me l'a dit sur son lit de mort. Rosalinde a eu une autre fille, pas Marjorie. Moi. » Miss Marple cligna des yeux. « C'est impossible. Le certificat... » Elsie sourit faiblement. « C'était un faux. Celui que tu as trouvé était authentique, mais falsifié. Hallyday m'a aidé. Il pensait que je méritais mon nom. Keane aussi. Mais Clara le savait. Et Dane aussi. Je ne pouvais pas les laisser me le prendre. Archie, il s'est moqué de moi. Il a dit que j'étais juste une servante jouant les héritières. Alors j'ai empoisonné son thé. Facile. Il ne m'a pas regardé 2 fois. Le cœur de Miss Marple ralentit, mais sa voix resta ferme. Et Clara? Elle m'a suivi, jusqu'à la salle des portraits. Elle m'a vu ouvrir la cachette. Elle a essayé de prendre les lettres.
Je l'ai arrêté. La suite, tu la connais. Miss Marple la fixa du regard. Et la tasse de thé? Je ne pouvais pas laisser Marjorie gagner. Elle avait tout. Le nom, le sourire, la sympathie. J'étais toujours l'ombre. Elle s'avança. Je ne vais pas courir. Non, dit doucement Miss Marple. Tu n'en auras pas besoin. Elsie regarda le portrait au-delà d'elle. Je voulais juste que quelqu'un le dise. Que je compte. Et puis elle ouvrit sa main. À l'intérieur se trouvait un seul charme. La lettre A. Chapitre 11. L'empreinte de la main sur le cordon du rideau. Tout commença par un silence trop immobile pour être ordinaire. Un silence de fin de soirée s'était abattu sur Cresswell Hall, ce calme particulier qui s'installe une fois la tempête et le scandale passé. Mais quelque chose d'invisible persistait derrière les murs. Le feu n'était plus qu'un murmure dans la cheminée, et les couloirs étaient silencieux, à l'exception du tic-tac de Susan Manalison. La vieille horloge de parquet dans l'entrée. Miss Marple, bien qu'épuisée par une semaine de tension et de révélations incessantes, ne trouvait pas le repos. Quelque chose la rongeait, le sentiment que le cercle n'était pas encore fermé, qu'une vérité unique flottait encore dans l'air, inexprimée comme un brouillard qui refusait de se dissiper. Il y avait eu trop de mensonges et trop de morts pour qu'une paix définitive puisse s'installer aussi facilement. Elle était assise dans le petit bureau donnant sur le couloir principal, un carnet sur les genoux dont les pages étaient remplies de notes, dates, noms, lettres, initiales. Une ligne en haut attira à nouveau son attention. Le portrait voit ce que vous oubliez. Cela avait été murmuré une fois par peur, puis murmuré à nouveau en guise d'avertissement. Maintenant, cela semblait plus qu'une métaphore. Elle se leva et traversa la pièce, tirant le rideau de la grande baie vitrée, non par habitude, mais parce qu'elle avait été frappée quelques instants plus tôt par quelque chose de presque imperceptible. Une lueur, un mouvement, ou peut-être juste un murmure de souvenir. Ses doigts cherchèrent le cordon du rideau, cette longue cordelette à glands en galon doré si courante dans les maisons de campagne, maintenant tordue de façon maladroite. C'est alors qu'elle le vit, une seule empreinte de main poussiéreuse, appuyée faiblement, mais indéniablement, sur le panneau de velours juste derrière le cordon, comme si quelqu'un s'était adossé au mur. Pas fraîche, mais récente. La forme était maculée de ce qui ressemblait à de la suie de lampe, le résidu d'une paume sale. Mais ce n'était pas l'empreinte de main qui glaçait Miss Marple jusqu'aux os, mais son emplacement. Le cordon, torsadé et suspendu de cette façon, n'était pas seulement décoratif. Il commandait un faux panneau, dont elle avait vu la démonstration par le colonel Dampier lui-même lors d'une fête champêtre, bien des années auparavant. Une entrée secrète vers un compartiment de rangement, oubliée depuis longtemps de tous, sauf des plus anciens domestiques. Elle tira doucement sur le cordon. D'un léger clic, une étroite section du mur lambrissé glissa vers l'intérieur, révélant une cavité cachée d'à peine 1 mètre de profondeur. À l'intérieur, rien que l'obscurité et un air si chargé de moisie qu'il semblait intact depuis des décennies. Mais dans ce silence, sa lanterne révéla ce que l'obscurité avait tenté d'engloutir. Un petit tas de linge plié et à côté une boîte en bois sculptée, attachée avec de la ficelle et scellée d'un cachet de cire portant la lettre UN. Encore une fois, cette initiale persistante et toujours récurrente. Elle porta la boîte jusqu'au bureau, détacha la ficelle et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une demi-douzaine de lettres, chacune écrite de la même écriture serrée, légèrement penchée. Elles n'étaient adressées ni à Henrietta, ni à Isobel, ni même à Clara. Elles étaient adressées à Léonore Avery. Miss Marple resta assise, le cœur battant, sous une tension qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Eleanor. Ce nom n'était jamais apparu sur aucun des registres, jamais prononcé par Endicott, Keene, Dane, ni aucun des autres. Mais ces lettres confirmaient ce qu'elle commençait à soupçonner. Le lieutenant Arthur Avery avait eu un deuxième enfant, avant Marjorie. Ou peut-être à ses côtés. Elle la lut rapidement. « Éléonore, si jamais tu viens à Cresswell, ne leur montre pas ton nom. Ils n'accueilleront pas une autre fille Avery, aussi juste et discrète que tu sois. Je t'ai laissé la vérité. S'ils la découvrent, ils te détruiront comme ils ont détruit ton père. Mais un jour, peut-être, quelqu'un de bienveillant t'écoutera. La signature, Rosaline Dampier. » Alors Eleanor Vedel existait.
caché, protégé, envoyé, probablement élevé loin de la croix de Saint-Edwige, et quelqu'un, peut-être Hallyday, avait conservé ces lettres pendant toutes ces années. Puis moins récemment, elles avaient en été rendues, cachées, préservées. Mais où était Eleanor maintenant? La question fut interrompue par un coup frappé à la porte. Ni brusque, ni pressant. Hésitant. Lorsque Miss Marple ouvrit, elle trouva Marjorie pâle, son châle serré autour des épaules. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. J'ai entendu des pas. Dans le couloir. »« Des pas ?» La voix de Miss Marple resta ferme. « En êtes-vous certaine ?»« Oui, lentement, comme si quelqu'un attendait devant ma porte. » Miss Marple entra dans le couloir. « Allons-y. » Ils passèrent devant l'horloge du parquet. Le feu s'était complètement éteint, ne laissant que les longues ombres et les légers craquements d'une maison agitée. Alors qu'ils atteignaient le couloir est, Miss Marple s'arrêta. « Marjorie, je dois te demander quelque chose de très étrange, » dit-elle doucement. « Te souviens-tu de quelque chose, rien, de votre enfance qui semblait déplacé? Une sœur peut-être? Un souvenir de quelqu'un dont on vous avait interdit de parler ?» Marjorie secoua la tête. « Non. On m'a dit que ma mère était morte jeune. J'ai grandi en pension. » « Et le nom Eleanor ?» Marjorie hésita. « Il y avait une fois une gouvernante. Elle est partie subitement. Je m'en souviens. Elle s'appelait Eleanor. » Miss Marple s'arrêta. « C'est ça, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas ta gouvernante, ma chère. C'était ta sœur. » Un bruit provenait de la cage d'escalier derrière eux. Un léger coup de talon sur du bois. Ils se sont retournés. Une silhouette se tenait sur le palier, à peine visible dans la faible lumière. Elsie. La servante resta immobile, les yeux fixés sur eux. Mais son expression n'était pas froide cette fois-ci. Elle était vide, vidée. « Je voulais te le dire, » dit-elle d'une voix à peine haletante. « Mais tu ne m'aurais pas cru. » Miss Marple s'avança. « Tu n'es pas Elsie. » Elle hocha lentement la tête. « Pas vraiment, pas tout à fait. Je m'appelle Eleanor. » Marjorie recula en titubant. « Ce n'est pas possible. » Miss Marple posa une main sur le bras de la fille. Elle dit la vérité. Elsie a été placée ici il y a des années. Peut-être après la mort de sa mère. Une cousine du cuisinier, je crois qu'on l'a dit à l'époque. Mais elle vous observait. Toujours à vous observer. Le visage d'Eleanor se déforma, presque triste. Il disait que je n'avais aucun droit, que j'étais l'oubliée, que Marjorie était la jolie, celle qu'on appelait. J'ai trouvé les lettres à 14 ans. J'ai juré de ne plus jamais être effacé. « Tu n'avais pas besoin d'effacer les autres pour exister, » dit doucement Miss Marple. « Ils m'ont forcé, » s'exclama Eleanor. « Archie s'est moqué de moi. Keane s'est servi de moi. Dane voulait me faire partir. Clara, elle savait. Elle a menacé de tout révéler, et puis j'ai perdu le contrôle. » Miss Marple avança lentement, prudemment. « Et Marjorie ?» Eleanor regarda sa demi-sœur, et quelque chose brilla dans ses yeux, ni de la haine, ni de l'envie, du chagrin. « Elle ne savait même pas que j'étais là, » murmura-t-elle. « Elle ne m'a jamais cherché. » La voix de Marjorie se brisa. « Je ne savais pas que tu existais. » Eleanor s'avança, soudain chancelante. « Alors pourquoi a-t-elle tout eu ?» Sa main tomba à ses côtés. Miss Marple s'interposa doucement entre eux. « Parce que tu ne lui as jamais laissé l'occasion de partager. » Eleanor s'affaissa, vaincue. « Je n'ai jamais voulu tuer personne, » a-t-elle dit. « Je voulais juste appartenir à un groupe. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et maintenant, enfin vous le saurez. » Le reste de la nuit se déroula sans incident. Eleanor, autrefois Elsie, fut escortée hors du domaine par l'agent Wilkes qui lui témoigna plus de bienveillance que la plupart des gens. Les accusations seraient lourdes et le scandale inévitable. Mais une partie du manoir semblait plus calme, comme si les fantômes avaient enfin été entendus. La dernière, lettre que Miss Marple a lue cette nuit-là n'était pas signée, mais elle a reconnu l'écriture. Ils m'oublieront. Mais ils n'oublieront pas la vérité, et la vérité vivra entre les mains de ceux qui ont osé regarder derrière le rideau. Alors que l'aube se levait sur les haies, et que la brume s'élevait des champs du village, Miss Marple s'assit de nouveau dans la silencieuse bibliothèque, une tasse de thé devant elle, enfin vidée. Il ne restait plus qu'un chapitre, et la justice, enfin, avait son nom. Chapitre 12, le nom qui bouillait en silence. La pluie revint le dernier matin,
non pas en trombes ni en rafales assourdissantes, mais en une bruine régulière et chuchotante qui glissait sur les murs de pierre de Cresswell Hall comme des larmes trop longtemps retenues. La maison aussi était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Non pas de paix, mais d'un silence plus pesant. Le genre de silence qui suit la révélation. Celui qui s'installe seulement après que les noms ont été prononcés, après que les secrets ont fait surface et que le meurtre a eu son mot à dire. Eleanor, autrefois Elsie, autrefois invisible, avait enfin avoué, et avec son arrestation, l'histoire semblait terminée. Mais Miss Marple savait que ce genre d'histoire ne se terminait jamais sans heurts. Il reste toujours un souffle, une dernière ondulation sur l'eau, avant que le lac ne s'apaise. Et elle n'avait pas encore trouvé le nom définitif. Elle était assise dans la salle à manger, remuant, son thé, bien qu'elle y eût depuis longtemps oublié de le boire. Marjorie devait partir cet après-midi-là. Isobel était restée la plupart du temps dans sa chambre depuis les aveux d'Eleanor, laissant des ordres pour que le transfert légal de la succession commence. Le personnel marchait désormais d'un pas plus léger, parlant à voix basse de testament, de lignée et de trahison cousues dans les rideaux. Mais quelque chose n'allait pas. Miss Marple avait appris à se fier à son instinct, non pas aux grandes déductions que d'autres se faisaient, mais à la douce démangeaison du doute, au poids du non-dit, d'un nœud qui refusait de se défaire. Un coup à la fenêtre la fit sursauter. Le jardinier, Thomas Merriweather, se tenait là, la pluie sur sa casquette et le visage comme s'il avait vu un fantôme. Elle sortit dans le couloir et ouvrit la porte latérale. « Pardon, Miss Marple, » dit-il d'une voix rauque à cause du froid. « Vous feriez mieux de venir à la salle des alambics. Il y a quelque chose que vous voudrez voir. » La salle d'alambic était l'endroit où l'on préparait les conserves, infusait le thé et séchait les herbes. Elle était restée quasiment inutilisée depuis la maladie de l'aide-cuisinier l'année précédente. À l'arrivée de Miss Marple, Thomas désigna la vieille bouilloire en cuivre posée sur le poêle en brix froid. « On n'y a pas touché depuis des mois, » dit-il. « Mais j'ai vu de la fumée sortir de la cheminée ce matin. Alors j'ai vérifié. » Miss Marple jeta un coup d'œil à l'intérieur de la bouilloire. Quelque chose avait bouilli dedans, récemment. Un résidu noir et collant s'accrochait au fond, comme de l'encre brûlée et figée. Et près du bord, flottait quelque chose de petit et presque indiscernable. Elle y tendit une cuillère et le souleva. Un bouton. Pas n'importe quel bouton, mais un bouton de style militaire, le bord gravé d'une crête de lion, partiellement brûlé, à moitié fondu par la chaleur. Ses doigts se resserrèrent. Ils correspondaient au manteau qu'elle avait vu il y a longtemps dans la pièce secrète, celui du lieutenant Arthur Avery. Mais ce manteau avait disparu, comme les caisses de la cave. Quelqu'un avait tenté de le détruire, d'effacer la dernière trace physique de l'homme au cœur du mystère. La bouilloire bouillante, le silence brûlant, le nom qui bouillonnait en silence. Elle se tourna lentement vers Thomas. « La chambre était fermée à clé ?» Il secoua la tête. « Grand ouvert quand je suis venu. » Elle regarda la porte. Le loquet était de travers, forcé. Quelqu'un était venu dans la nuit, et quelqu'un avait brûlé des preuves. Plus tard dans la journée, tandis que la pluie continuait et que la voiture attendait pour emmener Marjorie à Londres, Miss Marple demanda à faire un dernier tour de la maison. Seule, elle erra dans les couloirs, le regard non pas à la recherche de nouveaux indices, mais plutôt vers les anciens. Les tasses datées, la cheminée, le cordon du rideau, le manteau disparu, l'empreinte de main le gant. Puis elle arriva au salon, une petite pièce à l'arrière de la maison où aucun drame ne s'était produit. C'était calme, sans prétention. Mais quelque chose l'appelait. Là, près de la fenêtre, se trouvait une chaise, celle-là même où Clara Dane s'était assise lors de sa dernière conversation avec Isobel. Miss Marple se pencha à côté, suivant du regard une légère traînée d'éraflures sur le parquet. Elle s'agenouilla, scrutant sous le meuble. Un petit bout de papier gisait là, taché, d'eau et plié en deux. Elle le tira doucement. C'était une lettre déchirée, les bords froissés. L'écriture était lourde, posée. Elle sait. Elle a trouvé le certificat. Je t'avais dit que la fille s'en souviendrait. Si on ne la fait pas taire rapidement, tout va s'effondrer. La lignée, le nom. Et toi surtout, tu vas perdre tout ce pour quoi tu t'es battu. Non signé. Mais ce n'était pas nécessaire. À cause d'un dernier détail. Le papier était parfumé, faiblement.
de roses et de poudre. Le même parfum qu'Isobel Dampierre portait tous les jours. Miss Marple se rassit sur sa chaise. Isobel n'avait jamais eu l'intention d'y renoncer. Ni la maison, ni le nom, ni l'héritage. La mise en scène sophistiquée de se retirer, de transférer la propriété à Marjorie, tout cela faisait partie du jeu. Elle était au courant pour Eleanor, pour la naissance de Marjorie, pour les lettres dans l'ourlet. Et elle avait contribué à orchestrer la dissimulation. Clara en avait trop découvert et en était morte. Eleanor avait été le bouc émissaire parfait. Keane, la brute commode. Dane, le leurre. Mais la rage silencieuse avait toujours habité Isobel. Elle ne bouillait pas de fureur, elle mijotait. Marjorie la trouva dans le salon bleu. La jeune femme portait son sac à la main, son manteau drapé sur son bras. « Je voulais te remercier, dit-elle d'une voix tremblante, de m'avoir sauvée, de m'avoir cru. » Miss Marple se leva lentement. « Il y a une dernière chose, ma chère. »« Qu'est-ce que c'est ?»« J'ai besoin de parler à ta tante. » Marjorie cligna des yeux. « Elle n'est pas là. Elle est partie. »« Gauche ? » ?»« Oui. Tôt ce matin. Pas de mots. J'ai juste dit au chauffeur de l'emmener à la gare. » Le cœur de Miss Marple s'arrêta. Le nom qui bouillonnait dans le silence s'était enfui. Mais même l'eau laisse des traces. Ce soir-là, la police revint à la maison et Miss Marple leur remit tout. Le bouton brûlé, la lettre, l'enveloppe qui avait autrefois contenu un certificat, retrouvé dans une boîte cousue dans l'ourlet d'une robe, désormais disparue. Elle expliqua tout calmement, précisément, avec la clarté de quelqu'un qui avait vu trop de mensonges se défaire. Elle leur dit ce qu'elle soupçonnait, qu'Isobel Dampierre était derrière tout ça depuis le début, qu'elle avait utilisé l'amertume d'Eleanor pour dissimuler son propre dessein, qu'elle avait soigneusement planifié chaque tromperie, qu'elle avait toujours su jusqu'où elle irait pour garder sa place. « Mais pourquoi brûler le manteau ?» demanda Wilkes. « Parce qu'il portait un nom. Avery, le nom d'Arthur, dit Miss Marple. Cela aurait prouvé qu'elle savait depuis toujours que Marjorie, et non Archie, ni elle-même, était l'héritière légitime. » L'agent soupira. « Et maintenant, elle est partie. »« Pas loin, dit Miss Marple. Pas encore. Elle va changer de nom. »« Oui, mais les noms ne peuvent cacher ce que le sang retient. » Dehors, le brouillard était revenu, descendant des champs en un souffle lent et épais. Il s'accrochait au recoin de Cresswell Hall, à son histoire, à ses murs résonnant encore de noms depuis longtemps enfouis. Marjorie était assise à la fenêtre, la main posée sur la vitre. « Elle reviendra, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Miss Marple hocha la tête. « C'est toujours le cas, d'une manière ou d'une autre. »« Penses-tu qu'elle m'a jamais aimé ?» Il n'y avait pas de réponse facile. Miss Marple a simplement dit « Je pense qu'elle aimait ce que vous lui rappeliez et qu'elle craignait ce que vous étiez. » Marjorie tourna son visage vers la vitre. La pluie recommença, douce mais insistante. À la lueur du feu, Miss Marple plaça la dernière lettre dans son sac à main. Celui qu'Eleanor avait écrit avant son arrestation. Celui sans salutation, sans nom. Seulement les mots « Je n'étais pas censé exister, mais j'ai existé. » Et elle aussi. Et la vérité aussi. Alors que l'horloge du grand-père sonnait l'heure, le carillon résonna dans la salle comme la note finale d'une mélodie depuis longtemps oubliée. Une histoire se terminait, une maison reconquise, et un nom, autrefois caché, désormais prononcé par l'histoire elle-même. Le nom qui bouillonnait en silence était la justice.